Bien, eh bien, je salue ceux qui nous rejoignent seulement cet après-midi. Nous sommes dans le cadre de la quatrième université d'EFIMED, une université qui est consacrée, comme d'EFIMED, au questionnement de l'écotourisme, de ses potentiels de développement, de ses capacités de mettre en scène des réseaux, la société civile, les producteurs. L'écotourisme a un grand défi à relever, peut-être, en tout cas, mon avis personnel, c'est quand même que oui, mais un grand défi à relever, c'est de savoir s'il pourrait contribuer à la transition de la Méditerranée, à la transition de nos vies, de manière vertueuse, c'est-à-dire nous reconnectant à notre environnement naturel, nous apportant des valeurs que peut-être il nous manque pas mal ces derniers temps, et de voir si effectivement il pourrait jouer un rôle moteur dans cette transition. À ce titre, on a vu hier en préambule, on a entendu et pu partager 9 producteurs écotouristiques dans plusieurs pays qui ont partagé ce qui, sans aucun doute, peut être partagé très largement en Méditerranée par des producteurs écotouristiques, c'est-à-dire à la fois leur créativité, leur persévérance, leur inventivité, mais aussi leur isolement et le fait qu'il n'existe pas de réseau de producteurs écotouristiques à l'échelle euroméditerranéenne est peut-être déjà un grand défaut qu'il faudrait peut-être que Défimed puisse contribuer modestement à pallier dès l'année prochaine. Le deuxième atelier, en tout cas le premier atelier de ce matin, eh bien, nous a conduit à découvrir là de véritables réseaux. Et si nous pouvions nous appuyer sur ces réseaux, effectivement, ça pourrait changer la donne pour cet écotourisme. Donc, on a entendu tour à tour représentants d'offices de tourisme, des parcs naturels, des agences, mais aussi itinéraires culturels européens et SwitchMed, qui est un réseau très implanté avec Barcelone donc sur la rive sud. Donc, il y a vraiment du potentiel, mais on le constate à chaque fois, le potentiel, il est très éclaté. Donc le pari de Défimed, et c'est là-dessus, messieurs, dames, dans cet atelier, dans le suivant que je vais vous questionner, c'est de savoir si effectivement nous avons les moyens, dès l'année prochaine, de mettre en place une série de dispositifs qui vont permettre à cet écotourisme de devenir participatif et d'embarquer avec lui la société civile pour grandir et pour être adopté par le plus grand nombre de personnes possible. Je rajoute toujours, et ça sera dit par Pierre Torrent tout à l'heure, bien évidemment avec un souci de régulation. Il ne s'agit pas de transformer l'écotourisme en écotourisme massif, sinon ça n'aurait plus de sens du tout, mais en tout cas de mieux le disséminer. Et dans cet atelier particulièrement, nous avons des acteurs qui interviennent en n'étant pas impliqués directement dans l'écotourisme. Ils le sont plutôt indirectement ou pas du tout, mais ils représentent très modestement aussi, et tous les secteurs ne sont pas réunis, ils représentent des secteurs qu'on pourrait très bien associer, des métiers aussi qu'on pourrait associer dans cet écotourisme participatif, avec l'idée finale pour le mois d'octobre 2021 d'imaginer un mois euro-méditerranéen de l'écotourisme qui pourrait célébrer cet écotourisme participatif et tous les dispositifs pilotes qu'on aura mis en œuvre auparavant. Voilà, donc à ce titre-là, vous intervenez sous ce registre et l'atelier suivant, immédiatement après celui-là, permettra cette fois de questionner des universitaires et des encadrants, je parle comme ça pour Vaolo, hein, mais des encadrants de la jeunesse notamment, de voir comment on pourrait structurer en tout cas ces étudiants, ces jeunes, cette dynamique entre les rives méditerranéennes en faveur d'un écotourisme participatif. Mais auparavant, je vais laisser la parole à Patricia parce que l'objectif, c'est que tous nos ateliers soient coordonnés les uns les autres. Donc, il y a un rapporteur par atelier qui vient synthétiser ce qui a été dit auparavant pour que tous ceux qui n'ont pas pu tout simplement assister à l'atelier précédent puissent entendre son résumé. Donc, Patricia, je pense que tu as toujours le micro. Oui, donc c'est beau, c'est à toi et un grand merci à toi. Merci Eric, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, ce matin, l'atelier s'intitulait « Comment révéler et accompagner les producteurs répartis sur plusieurs territoires et quels sont les leviers pour dynamiser et renforcer ces initiatives ?» Donc c'était de savoir justement quels étaient les réseaux existants et comment ils fonctionnent et aussi surtout comment les relier ensemble. Nous avons eu donc plusieurs témoignages, dont tout d'abord celui de Pascal Broquiero, directeur de l'Office de tourisme de Grasse,
qui lui, en effet, dit que le rôle de l'Office de tourisme, c'est d'impulser et de fédérer les acteurs touristiques via des visites thématiques et de faire correspondre l'offre avec la recherche des touristes. Mettre en place aussi un réseau de professionnels entre les communes et travailler sur les savoir-faire et les potentiels de la région. Sophie Lagarde, elle représentait le parc des Préalpes, donc également dans la région de Grasse, qui est étendu sur 47 communes et qui possède la marque Parc naturel régional, regroupant 20 professionnels dont les valeurs sont le respect de l'environnement, le développement économique local, durable et éco-responsable, et surtout le bien-être humain avec la transmission éducative, la gestion des flux de fréquentation, et à parler juste de l'offre d'itinérance maralpine pour découvrir à pied les patrimoines, accompagnés par des guides, pour valoriser justement les sentiers existants et référencer des sites peu connus. En plus, le parc accompagne les producteurs pour aussi favoriser la qualité de leur accueil et de les auditer. C'est une trame qui est commune à peu près à tous les autres témoignages que nous avons eus ce matin. Et celui-là en était le premier et ça a suivi après avec Jean-Luc Madinier. Et cette fois-ci, lui, Jean-Luc est professionnel, il possède une agence de voyage en Sardaigne. Il est implanté dans une région très montagneuse avec des vergers qui pratiquent la transhumance comme il y a 1000 ans. Donc c'est un tourisme très respectueux de l'environnement et des traditions qui relie l'agriculture et aussi la compensation de l'effet carbone en plantant des arbres. Et pour cela, il travaille avec un réseau de PME qu'il a référencé pour justement, à leur tour, leur apporter un développement économique, de la visibilité et des échanges. Voilà un très bel exemple de réseau sur une île avec une partie bien précise de l'île. Jean-Pierre Datchari, lui aussi, a une agence de voyage au Maroc, à Ouarzazate. Et lui, son modèle économique, c'est de travailler uniquement avec des particuliers en direct, en privilégiant les circuits courts, c'est-à-dire en travaillant avec 60 personnes qui sont ses salariés, qui vont du chamelier au chauffeur, au cuisinier, au guide. Et donc, il organise pour cela des voyages d'immersion au sein de la population locale pour découvrir les traditions, la vie de la transhumance, mais l'histoire aussi de la région, et précise lui aussi que le bien-être du voyageur passe par l'implication locale. Anne-Cécile Audrat est bien connue d'Efimed puisqu'elle a créé les Authentiques, mais aussi elle dirige le projet Leader Provence Verte avec d'Efimed, donc à partir de 2021, qui est un observatoire écotouristique dans la région de la Sainte-Baume, près d'Aix-en-Provence. Son expérience sur le terrain avec les agriculteurs, les viticulteurs, les artisans, elle a souhaité la faire partager aux visiteurs. Elle organise donc des circuits découvertes pour rentrer dans le quotidien de ces professionnels qui n'ont pas la connaissance de la façon d'accueillir des touristes, de donner de la visibilité à leurs activités également. Son constat, tous ces professionnels ont besoin de plus d'accompagnement, de formation pour révéler les potentiels et créer de nouveaux services pour dynamiser les territoires. Cependant, sans l'aide financière du territoire, elle n'est pas en mesure, ou nous ne sommes pas en mesure d'accompagner ces professionnels, car comme vous en doutez, il est très difficile et cela prend du temps d'identifier les acteurs écotouristiques, leurs besoins et surtout de les accompagner également dans le montage de l'offre touristique. Jean-Sébastien Noël, donc vous pourrez voir sa vidéo sur la chaîne YouTube, le lien que je viens de vous envoyer. Il est fondateur de Village Monde au Canada. Et donc, il a créé cette plateforme Vaolo qui déploie, via son académie, des explorateurs sélectionnés et formés pour partir à la découverte des producteurs écotouristiques, leur transmettre la charte des valeurs de Valeo et surtout faire un retour d'expérience auprès de ces professionnels et de leurs visiteurs. Parce qu'en effet, le constat aussi a été fait qu'il est très difficile de savoir ce que les visiteurs en ont pensé. Monter un catalogue avec tous ces commentaires pourrait être une expérience en effet très enrichissante pour savoir comment est vécu l'écotourisme. Anna Ilbanez donc, travaille pour SwitchMed, dont vous a parlé Eric au début, dans la protection de l'environnement, le développement de la production locale et circulaire, à travers une communauté d'entrepreneurs qui s'appelle les Switchers et qui sont là pour justement innover des développements et des modèles économiques solidaires entre les pays méditerranéens. SwitchMed offre un programme d'appui financier sur des projets d'écosystème, des startups, qui sont propices au développement des pays du sud de la Méditerranée, en passant par la création, le financement, l'analyse du marché, l'offre et surtout pour que les produits correspondent aux demandes des touristes.
À la fin de l'atelier, nous avons eu donc le témoignage de Pierre Frustrier, qui lui a conclu d'une façon extrêmement enrichissante pour la formation de DEFIMED, puisqu'il est expert des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un itinéraire culturel? Il y en a 40 en Europe et ces itinéraires sont basés sur une thématique qui sont en relation avec la culture locale du pays, qui favorise la rencontre avec des populations, le respect de l'environnement, les savoir-faire et les traditions, mais aussi des recherches scientifiques. Un itinéraire passe obligatoirement par 3 pays différents pour montrer justement la valorisation des patrimoines immatériels via les routes, les réseaux de villages, à l'image d'une route comme la Vigne, la route de l'Olivier, où il a cité aussi la route Napoléon, ou éventuellement sur les pas des écrivains. De tous ces témoignages, notre conclusion est que ça nous apporte une réflexion sur qu'est-ce qu'un itinéraire écotouristique. Est-ce que ce n'est pas trop vague? Est-ce qu'il serait intéressant pour DEFIMED de créer son propre itinéraire? Et dans ces cas-là, sur quelle thématique? Voire renforcer un itinéraire existant, peut-être via des mini-itinéraires sur une thématique locale. Évidemment, dans le sud, on a pensé aux parfums, aux senteurs, aux plantes, à la vigne. Voilà, nous concluons aussi qu'il y a de forts potentiels de réseau, vous les avez entendus, mais qui sont cloisonnés par pays et qui ne se connaissent pas. Donc, tout ça pourrait converger vers DEFIMED. Parfait, merci beaucoup Patricia. Écoute, je crois que c'était très clair et très, très bien synthétisé. Il y a Merci, Eric. il y a une vraie réflexion par rapport à ça. Je vais laisser la parole à Philippe Verguin, te laisser te présenter. Philippe, tu étais avec nous, tu es avec nous depuis hier, tu étais avec nous ce matin. Et précisons, parce que là, vous êtes vraiment pas identifié comme écotourisme, mais vous êtes associé bien sûr à DEFIMED. Alors Philippe Verguin et Nicolas Monco sont associés naturellement avec DEFIMED dans le sens où depuis cette année, le ministère de la Culture a validé un partenariat avec DEFIMED, notamment pour soutenir cet événement. Et puis, ça nous permet de travailler sur un rapprochement, des possibilités de rapprochement entre vos investigations, particulièrement dans le tourisme culturel, hein, et puis l'écotourisme. C'est un des grands enjeux. On en discute beaucoup ensemble depuis un an. Et toi, Philippe, tu es porteur. Enfin, je te laisse te présenter et on va voir comment tu peux enrichir toute cette réflexion. Merci Eric. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je serai encore là demain, normalement. J'ai réussi à me bloquer les 3 jours. Donc moi, je suis un professionnel du patrimoine, conservateur général du patrimoine, archéologue et historien de formation. Alors, quand on dit professionnel du patrimoine au ministère de la Culture, c'est de l'administration du patrimoine. J'ai fait des recherches, une logique universitaire aussi, mais très vite, je me suis retrouvé plutôt dans la gestion du patrimoine et dans la mobilisation des outils. Donc, quand on parlait ce matin, par exemple, des villes d'art et d'histoire, voilà des outils que j'ai suivis, à la fois en administration déconcentrée, c'est-à-dire dans les directions régionales des affaires culturelles, au travers de 3 régions, et ensuite en administration centrale, maintenant depuis une dizaine d'années. Alors, actuellement, ce qui justifie aussi ma présence, c'est que je suis chargé d'une mission autour de la préparation des Jeux Olympiques Paris 2024. Donc, culture et Jeux Olympiques, ce n'est pas forcément des liens évidents, mais c'est un enjeu fort pour notre ministère, dans une logique aussi de toucher de nouveaux publics, des publics jeunes en grande majorité, autour des questions qui sont des questions de société qui se posent, et se servir du patrimoine sportif comme une interrogation globale sur la société. Et à ce titre-là, on en parlera peut-être tout à l'heure rapidement, il y a l'idée de monter un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe dédié au patrimoine sportif et olympique, et donc évidemment qui va croiser toutes les problématiques d'écotourisme, puisque les valeurs de l'Europe, c'est aussi le tourisme durable et développer des projets autour des patrimoines et de la culture dans une logique de tourisme durable, d'écotourisme. Et donc, de ce point de vue-là, il était tout à fait intéressant pour moi d'écouter vos expériences et de découvrir des acteurs de terrain. Alors, je suis éventuellement écotouriste, mais en tout cas, je ne suis pas un acteur de l'écotourisme pour l'instant, mais je ne désespère pas d'y arriver.
Dis-moi, au niveau de tout ce qu'on a entendu là, alors moi je n'ai pas voulu déflorer ton intervention et justement la présentation de ce projet hein, d'itinéraire culturel autour du sport. Euh, du coup, tu vois bien que Défimed, la présidente, naturellement, a dit que c'était même pas la peine d'y penser. C'est trop lourd pour une association de lancer un projet comme celui-là qui est long. Donc, toi, tu es en train d'activer ça depuis un certain temps. Donc, tu me disais, il y a 10 pays, hein, c'est ça, hein, qui seraient associés à ce projet, ce qui est déjà énorme. C'est vraiment énorme. Et tu penses pouvoir démarrer. Alors, c'est le dépôt du dossier ou c'est le lancement de quelque chose au printemps prochain? Alors, on est dans une logique que je n'ai pas expliquée tout à l'heure, qui est une logique de ce qu'on appelle le plan héritage des Jeux Olympiques Paris 2024, puisque pour l'ensemble des ministères, sur l'ensemble de leur politique publique, il y a une mobilisation en interministériel pour faire avancer des politiques publiques sur le fond, dans lesquelles les questions de tourisme, Nicolas en parlera très largement tout à l'heure, le développement durable, des enjeux de valeur, l'égalité homme-femme, les questions de prise en compte du handicap et de changement du regard sur le handicap, profitant notamment de la dimension Jeux paralympiques. Hein. Donc tous ces éléments-là, qui sont des politiques publiques, on va en faire un bilan en 2025. Et au travers de toutes ces mesures, qui sont de l'ordre de 170, il y en a 26 qui sont portées par le ministère de la Culture en partenariat avec d'autres ministères. Et celle qui est consacrée à un itinéraire du patrimoine sportif en Europe, c'est une des mesures on doit créer les conditions de cette mesure. Alors, comme vous l'avez compris ce matin, il n'est pas du tout évident qu'on ait un itinéraire certifié en 2025. Mais il faut que les conditions soient réunies pour que, quand le dossier sera suffisamment bon pour être certifié, on puisse être prêt. Donc, ça fait 1 an qu'on s'est mis dans les starting blocks, sachant que un itinéraire culturel, comme vous l'avez bien compris ce matin, il s'adosse à des actions qui se font déjà. Donc, si on crée une structure qui capitalise des actions qui se font déjà dans tous les domaines, d'éducation à la citoyenneté européenne, de changement de regard sur le handicap, des valeurs du sport, autour de la paix notamment, avec l'olympisme, des valeurs de tourisme et d'écotourisme très actifs sur des territoires avec d'autres itinéraires qui existent déjà. Quand on parle de l'itinéraire d'Artagnan, ils mettent en avant évidemment l'équitation, l'escrime, mais on pourrait très facilement faire un lien avec le jeu de paume. Dans les villes du XVIIe siècle, au moment d'Artagnan, on a des jeux de paume qui sont de l'ordre de 30 à 40 ou 50 salles par ville, qui vont devenir ensuite des théâtres, voire Molière. Donc, il y a très facilement des constructions communes qui peuvent se mettre en place. Et pour le coup, le partenariat avec Défimed sur l'espace euro-méditerranéen, à la fois les pays du Conseil de l'Europe qui sont sur la Méditerranée, mais aussi dans des collaborations de part et d'autre de la Méditerranée. On a évoqué ce matin des itinéraires qui étaient déjà transméditerranéens. Il y a tout à fait moyen de mobiliser les énergies et de faire connaître les bonnes expériences. Et c'est aussi une capacité de caisse de résonance à la fois de la culture, des itinéraires culturels, comme tu l'as dit ce matin, ils sont très méconnus ou pas assez actifs sur le terrain, de permettre du développement local, parce que c'est ça l'enjeu des itinéraires culturels, et en même temps d'aider des acteurs de l'écotourisme qui sont isolés à travailler en synergie. Et évidemment, c'est des itinéraires, donc on prend souvent avec Nicolas l'exemple du Paris-Roubaix. Le Paris-Roubaix, c'est clair que c'est un lieu sportif, un itinéraire sportif important. Il ne s'agit pas de le faire en vélo, mais on peut travailler autour de cet imaginaire du Paris-Roubaix sur tout un tas d'itinéraires qui vont se recouvrir. La même chose sur le Tour de France autour du Mont Ventoux, sur le jeu de paume de Suze-Larousse, un jeu de paume du XVIe siècle qui est en cours de fouille. Voilà. On peut imaginer autour d'un projet patrimonial local de greffer des actions et de l'accueil de touristes. Alors, Nicolas ouvrira beaucoup plus largement ensuite sur l'accueil de touristes, puisque quelque part aussi, c'est l'idée de gérer les grands événements sportifs dans une logique qui soit compatible avec les principes, la transformation écologique et le développement durable. Et là, pour le coup, l'expérience de Défimed peut être une caisse de résonance aussi des enjeux pour les différents ministères et pour la société civile, puisque l'objectif, c'est de toucher la société civile et qu'elle-même s'empare de ces sujets-là.
plus largement. C'est pour ça Donc, que c'est culture. fondamental ce que tu dis et je voudrais donner la parole à Nicolas. Nicolas, tu interviendras, si tu es bien d'accord, en fin d'atelier parce que ton regard transversal sur tout ce qui sera dit sera très intéressant. Puis comme ça permettra d'aborder la deuxième partie de discussion. Mais par rapport à ce que vient de dire Philippe, toutes vos interventions dans cet atelier sont importantes. Encore une fois, il est fondamental que l'écotourisme puisse s'appuyer sur un réseau cohérent, structuré, d'échange, de partage, une visibilité avec des thèmes communs. Donc l'itinéraire est un exemple effectivement qui permet de relier des acteurs qui partagent les mêmes valeurs. On verra tout à l'heure avec effectivement Village Monde Vaolo combien on peut dynamiser tout ça. Mais en tout cas, est-ce que tu peux déjà te présenter, Nicolas, et puis apporter ta réflexion sur le rôle que peut jouer aussi le ministère de la Culture pour accompagner ce type d'initiative avec les savoir-faire et les patrimoines immatériels notamment. Oui, bonjour à tous. Bonjour Eric. Ah là, on t'entend pas bien. Tout à l'heure, on t'entendait mieux. Et là, vous m'entendez mieux? Ça va un peu mieux, oui, oui. Bon, ben, je vais devoir garder le micro contre ma bouche. Oui, donc bonjour à tous, je disais. Philippe a déjà beaucoup défloré un certain nombre de raisons pour lesquelles le ministère de la Culture a investi et continue de le faire la question du développement touristique. Moi, donc, je suis chargé justement de cette mission culture et tourisme au ministère de la Culture en administration centrale dans un positionnement transversal. Comme peut-être beaucoup d'entre vous le savent, le ministère de la Culture est aujourd'hui structuré avec d'un côté les patrimoines, de l'autre la création vivante, le spectacle vivant et les arts plastiques, ensuite les industries culturelles et le livre, en fait par champ disciplinaire. Mais évidemment, la question du lien culture et tourisme s'aborde sur l'ensemble du spectre, entre guillemets, des activités et des productions culturelles. Ça, c'est une première chose. Par ailleurs, je travaille avec Philippe en administration centrale, mais le tourisme est évidemment quelque chose qui se définit à partir des territoires. Donc, le travail, il est évidemment, comme l'a évoqué Philippe tout à l'heure, de travailler beaucoup aussi avec nos réseaux territoriaux, qui sont nos directions régionales des affaires culturelles. Ensuite, dernier petit point en introduction, évidemment, il est normal que le ministère de la Culture concourt à l'action interministérielle pour un développement touristique du pays, y compris avec son impact économique. Mais l'une des raisons aussi qui conduit le ministère de la Culture à creuser cette question, c'est le fait que beaucoup d'études montrent année après année que les déplacements touristiques sont un formidable levier, un formidable vecteur pour la transmission et pour la découverte culturelle. Dans les temps de vie d'aujourd'hui, d'autant plus que souvent, je pense notamment à la jeunesse, ça se fait en famille, c'est un formidable levier. Ce qu'on ne fait pas dans le reste de la vie, parce qu'elle est des fois compliquée, eh bien, sur les temps de déplacement touristique, on s'ouvre et on découvre tout un tas que ce soit des productions artistiques, que ce soit du patrimoine matériel, immatériel. Et surtout, on peut découvrir un territoire par rapport à sa dimension culturelle, dans toutes ses dimensions. Les savoir-faire, l'ancrage des êtres humains historiquement sur le territoire, c'est la culture finalement. Et on ne peut comprendre le territoire que si on aborde la question culturelle des hommes et des femmes qui le peuplent. Et c'est la raison pour laquelle la démarche qui est la vôtre nous intéresse particulièrement et elle vient s'ajouter au travail que nous menons avec tout un ensemble de réseaux aujourd'hui sur le territoire qui ont soit des prédominances plutôt patrimoniales, d'autres plus de création artistique, voire l'innovation. Et je crois peut-être que, parce que également comme Philippe, j'ai suivi aussi hier votre atelier, il y a peut-être quelque chose qui me semble absent, ce n'est pas une critique, mais je crois que le mot innovation, vous ne le mettez pas peut-être en avant, parce que s'il y a bien une démarche innovante aujourd'hui, c'est particulièrement la vôtre. Elle est innovante, y compris dans la façon de prendre les problèmes et dans la façon de proposer d'autres solutions, d'autres montages de projets dont aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui et de demain devra s'inspirer, puisque justement tu insistais, Philippe, dans ton introduction sur le mot transition et participation. Je mettrai ces deux mots-là comme étant probablement l'un des ferments particulièrement féconds probablement pour les années qui viennent. Et pour conclure mon premier propos, ce que nous savons, c'est que la France aujourd'hui, quand on la regarde globalement,
était, je dis bien était, parce qu'avant la crise du Covid, la première destination mondiale en termes de flux touristiques. Si nous étions pas loin de 100 millions de touristes, ne jamais oublier que les premiers visiteurs de la France, c'est les Français eux-mêmes, et que la France a un problème, c'est une question d'aménagement du territoire et de développement touristique des territoires, c'est que la manne touristique continue de ne profiter qu'à un certain nombre de territoires. Les publics touristiques sont beaucoup trop concentrés. Ça pose d'énormément de problèmes, de tensions sur les territoires, et que justement, l'un des moyens de pouvoir, cette expression n'est pas jolie, mais répartir demain les flux sur l'ensemble du territoire, c'est bien justement en partant de l'offre culturelle dans toutes ses dimensions, qui, elle, est présente partout et de façon remarquablement diffusée et remarquablement forte sur l'ensemble du territoire. Quand on met bout à bout, je dis le patrimoine, l'art de vivre, nos savoir-faire, et aussi une très forte volonté des populations d'accueil de transmettre et de partager avec le visiteur la culture d'un pays. Oui, tu as raison d'insister. Effectivement, Yves a raison aussi de dire qu'il a repris le terme innovation dans sa synthèse d'hier. C'est vrai que, d'ailleurs, à ce propos, pardon Julie, je t'ai dit bonjour, mais je tiens à remercier Julie Boussiet qui est en train de prendre des notes. Et alors là, elle a le rôle le plus redoutable, c'est qu'elle doit faire la synthèse pour l'atelier suivant, c'est-à-dire en 5 minutes. Merci Julie d'être avec nous. Effectivement, pour reprendre tes propos, l'innovation est d'autant plus intéressante au cœur de Défimed que nous nous appuyons sur des innovations locales, de producteurs, des innovations de réseau. On le voit, les parcs travaillent et réfléchissent pour organiser leurs producteurs, et puis des agences, puis il y a l'innovation dans les expériences elles-mêmes, le côté effectivement comment faire vivre et comment retenir finalement les visiteurs et leur faire gagner des souvenirs vraiment inoubliables par rapport à ce qu'ils ont vécu, les contacts humains, les liens à créer. Il y a beaucoup d'innovations qui sont faites au niveau local dans les territoires et à l'échelle territoriale. Et puis notre rôle à Défimed, effectivement, c'est de questionner cet écotourisme à travers de nouvelles innovations, surtout que nous sommes dans l'interfrontalier, l'interculturel. J'allais dire bottom-up, bottom-up, top-down. Donc, vous le savez tous les deux, Philippe et Nicolas, on en parle assez souvent aussi avec Anne-France, la présidente, mais il y a des potentiels formidables à allier ce qui vient d'en haut de ce qui vient d'en bas. Donc là aussi, il y a des dispositifs à mettre en place qui permettent de travailler ensemble de manière fertile. Et Dieu sait qu'à mon avis, c'est un des grands enjeux de nos sociétés dans tous les domaines. Mais je retiens très bien, et je pense que dans la synthèse, ça sera très bien retenu effectivement ce côté innovant. Donc je reviendrai vers toi, Nicolas, merci. Une autre personne qui peut nous parler d'innovation, alors là, qui m'a bluffé quand je l'ai découvert il y a un peu plus d'1 an, c'est André. Donc André Jeunet, merci d'être là. Je vais aussi te laisser te présenter en sachant que ce qui nous séduit, alors tu es membre du conseil scientifique de Défimed depuis 1 an. Et puis, eh bien, tu vas nous accompagner l'année prochaine, c'est certain, en tout cas dans le projet Leader avec la Provence Verte, dans cet observatoire participatif, mais aussi certainement qu'on va pouvoir mettre en place un dispositif qui va permettre de tester les potentiels de dons, de participation financière des internautes dans ce qu'on appelle en français le crowdfunding, donc le financement participatif. Et l'idée est de voir si on peut articuler ce potentiel vers la rive sud dans des projets écotouristiques remarquables et appuyés par les pouvoirs publics. Donc du coup, je te laisse nous présenter, mais ta palette est bien plus grande que ça. Et surtout, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ta capacité d'expertise dans l'intelligence territoriale, la mise en place de travaux avec la société civile locale. Très bien, merci. Alors, j'ai une connexion qui n'est pas parfaite. Alors, s'il y a des éclipses, n'hésitez pas à me les signaler. Normalement, ça se rétablit très vite. Ah tiens. Donc, oui, alors, moi, mes spécialités, c'est effectivement le développement territorial, développement des territoires et développement des personnes. Je pense qu'il y a des marges de progrès dans le développement des territoires, puis il y a des marges de progrès dans le développement des personnes, et tout cela peut être assez articulé. Et donc, le financement participatif et les questions de financement de façon générale, c'est un excellent terrain de jeu par rapport à ces préoccupations. La finance, c'est un fluide, un moyen qui est largement disponible, certes avec des différences tout le monde n'a pas les mêmes capacités financières, mais en tout cas, tout le monde a une capacité de décision par rapport à son argent.
et agir sur cette capacité de décision, c'est un champ de développement tout à fait passionnant. Alors, j'anime un groupe de travail national sur ces questions d'innovation financière territoriale, tout ce qui permet de faciliter la mobilisation et la valorisation territoriale des ressources. On sait par exemple que l'épargne fuit nos territoires. C'est vrai à l'échelle nationale, on est passé en quelques années de 44% d'épargne engagée en dehors de nos frontières, de 29% à 44%. Et c'est vrai à l'échelle des territoires, il y a beaucoup d'épargne sur les territoires, mais leurs responsables de ces territoires ne savent pas toujours, ne peuvent pas toujours orienter, alors qu'il y a des outils qui permettent cette orientation. Et donc, le financement participatif, c'est évidemment un de ces outils. Donc, vous connaissez le crowdfunding, la possibilité pour les épargnants de choisir l'affectation, la destination finale de leur épargne via des plateformes. Alors, on a en France une quantité phénoménale de plateformes et on a un financement participatif qui se développe très bien. Alors, je précise que je suis aussi responsable d'un réseau international financement participatif Afrique-Méditerranée. On essaie de développer au sud cet outil qui est le participatif, qui est potentiellement puissant partout, parce qu'on est au temps du collaboratif. Toutes les études l'attestent, quelle que soit la contrée où nous nous situons, il y a une appétence, un désir d'implication, de choix, de sens, etc. Et une possibilité d'utiliser les outils numériques. Et au sud, on a quelques limites réglementaires qui sont en train de se combler, notamment au Maroc et en Tunisie. Donc, on y travaille. Mais en tout cas, c'est là aussi un champ évidemment très important pour la Méditerranée que d'arriver à faciliter ces interactions entre les pays et puis ces facilités de mobilisation d'épargne aux échelles locales. Alors, tu t'es pas présenté tout à fait. Tu es universitaire aussi. Tu es par exemple fondateur des Business Angels en France. Voilà, j'ai créé la plus grande partie de ma carrière, c'est fonctionnaire territorial, et je m'en flatte. Et dans ces activités de fonctionnaire, j'ai toujours été très engagé dans des activités parallèles, très, très liées d'ailleurs, et j'ai créé les premiers réseaux de Business Angels en France et créé leur fédération France Angels. France Angels, c'est 50 millions d'euros chaque année engagés par les Français dans des startups. Donc, ce n'est pas rien, parce que ça a un effet de levier tout à fait considérable. Et le financement participatif, on peut dire que c'est la démocratisation de cette activité de choix individuel de la destination de son épargne. J'ai entendu quelques-unes des questions, comment on peut embarquer les usagers, la société civile, etc. Comment on peut essayer de tirer le meilleur de la proximité, comment on peut se servir du participatif comme un outil de développement et pas simplement quelque chose qu'on observe ici ou là et qui est très sympathique, mais de voir que ça peut être un outil pour le développement des territoires. Donc, sur toutes ces questions, je pense que le financement participatif mérite d'être étudié et valorisé. Et donc, évidemment, c'est très intéressant pour les porteurs de projets. Ça permet, comme on le sait, de tester, de vérifier la qualité de son projet. Ça permet évidemment de se financer, de se faire connaître, de créer un cercle de relations. Et j'insiste, un cercle de relations durable, puisque c'est du prêt, c'est du capital ou c'est du don. Mais quand c'est du don, c'est généralement du don avec contrepartie. Et donc, il y a toujours une relation forte. C'est un financement aspirationnel, comme on dit, c'est-à-dire que les contributeurs sont engagés profondément dans les projets. On peut parler de co-entrepreneuriat, donc c'est évidemment intéressant à la fois côté porteur de projet pour toutes les raisons que j'ai indiquées, mais aussi côté contributeurs qui peuvent être géographiquement éloignés, mais qui ont en tout cas toujours un engagement très fort par rapport au projet. Et les projets d'écotourisme, c'est des projets qui recèlent évidemment des dimensions mobilisatrices fortes. Donc là, il y a un potentiel extrêmement important. Une des questions, c'est évidemment comment on arrive à jouer de ces dynamiques pour faire effectivement du développement local de manière du développement territorial et même à l'échelle du territoire méditerranéen, si je puis dire, de manière efficace et un peu avec des effets macroéconomiques. Et donc, on s'aperçoit que quand les institutions se mêlent à ce jeu entre les porteurs de projets et les épargnants, on a des effets tout à fait passionnants.
Le premier département qui a saisi cette dimension participative, c'est l'Ardèche en 2015. Et dès que l'Ardèche non, c'est la Corrèze, pardon, l'Ardèche c'est 2016. Dès que la Corrèze a saisi ce sujet, elle a multiplié par 10 les montants levés et depuis lors, ça n'a cessé de croître. Et ça a permis aussi d'aller vers des projets à enjeu pour le département. Donc la Corrèze l'a fait en créant un portail d'animation qui recense toute l'activité de toutes les plateformes sur ce territoire départemental. Et donc, ça permet de faire connaître, ça permet de faire de l'animation, de l'accompagnement. Et le département de Corrèze est très content de cette activité. Il la développe d'année en année. Et donc, il y a une activité peu coûteuse pour le département, puisqu'il n'y engage que des frais de fonctionnement, d'animation. Mais en fait, l'essentiel, toutes les ressources viennent des particuliers ou des entreprises vers des projets. Donc, c'est à coût très faible. Et l'Ardèche a accompagné aussi ce mouvement en 2016 avec là une dimension complémentaire puisque le département a voulu mettre en œuvre une politique de soutien au petit patrimoine. Et donc cette dimension-là, ce champ-là a été, dans ce champ-là, les projets ont été abondés par le département. Donc ça a permis de renforcer la politique départementale grâce à l'épargne privée. Tu as des chiffres d'ailleurs, André, hein, tu as des chiffres impressionnants là-dessus. Oui, en tout cas, oui, dans ces deux départements, je pourrais donner des chiffres peut-être précis en complément de cette rencontre. Dans ces deux départements, il y a eu un effet de levier très fort sur le nombre de projets soutenus et sur la quantité d'argent mobilisé, avec une progression constante. Et donc, les effets, alors ce n'est pas une évaluation scientifique et sur un grand nombre de cas, mais en tout cas, on observe, et c'est bien de pouvoir constater des effets quand on est opérationnel. On n'attend pas forcément d'avoir une vérification scientifique. En tout cas, intuitivement, on pouvait penser que ça n'allait pas nuire au financement participatif, ce qui a été fait. En tout cas, ce qu'on a vérifié avec les chiffres, c'est que ça a permis un fort développement. Donc, on a une possibilité avec ces solutions-là, de favoriser la mise en action de tous les acteurs, ce qui est, je crois, le sens profond du participatif. Finalement, on est dans des sociétés qui concentrent les capacités d'initiative et de choix avec beaucoup de frustration pour une part importante des populations, alors qu'au contraire, en mettant toutes ces énergies en action, on peut arriver à la fois à satisfaire leur quête de sens, de désir, d'implication, d'être dans des projets, et satisfaire en même temps les objectifs d'intérêt général et ceux du développement durable. Le développement durable, c'est une des priorités parmi ce qui est indiqué par les contributeurs dans leur choix. C'est-à-dire que si on laisse faire l'initiative individuelle de manière active, on a la plus grande chance que tous les objectifs de bien commun soient servis. Donc, c'est tout à fait intéressant de jouer ce jeu pour les institutions. Donc, pour être concret, si nous organisons le mois euroméditerranéen de l'écotourisme en octobre 2021 et que plusieurs territoires s'associent pour participer à une opération porte ouverte, par exemple, comme on l'a fait dans les Alpes-Maritimes cet automne, avec présentation, identification de projets de développement écotouristique appelant aux dons, aux prêts, et que les pouvoirs publics, hein, je te suis bien, donc, accompagnent ces appels et les fédèrent, nous avons toutes les chances d'optimiser la mobilisation citoyenne avec non seulement du don, comme tu le dis, je reprends tes propos, mais aussi du lien qui est créé, puisque nous allons avoir, et là je m'adresse à Philippe et Nicolas, mais nous allons aussi avoir une appropriation certainement des populations locales par rapport à une identité culturelle avec des patrimoines qui vont être mis en valeur locaux à cette occasion-là. Donc là, on a quand même quelque chose qui est très intéressant et qui peut se produire, bien sûr, sur la rive sud aussi, notamment en Tunisie et au Maroc. Hein, c'est ça. Voilà. On a d'ailleurs ici des diasporas qui sont très disponibles pour soutenir les projets du Sud. Et puis, on a les diasporas de cœur aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont très attachés à tel ou tel de ces territoires pour des raisons diverses. Et dans la période actuelle, d'ailleurs, ils aspirent ils ont envie de rêver et d'imaginer des futurs plus mobiles. Et il y a évidemment des réserves pour des soutiens à des projets de type coopération par les particuliers, par les territoires, par exemple français, vers des régions du Sud. Alors, s'il y a un événement, enfin un mois sur ce type d'opération,
il faut savoir qu'il n'est pas évident de faire coïncider le calendrier des projets avec le calendrier d'une opération telle que celle-là. Ça veut dire qu'il faut peut-être embrasser une période un peu plus large, partir un peu plus tôt, annoncer la période de manière anticipée, et puis se prévaloir en octobre de choses qui auront été réalisées en septembre ou en août, ou qui seront en cours de confirmation en décembre ou l'année prochaine. C'est-à-dire que pour qu'un projet soit accepté sur une plateforme, il faut qu'il soit en situation de maturité. Et donc, ça, c'est l'avis des projets, ce n'est pas l'avis du programme de DefiMed. Donc, il faut trouver l'articulation, mais à mon avis, il est évident que cette articulation est tout à fait gérable en ayant une conception assez ouverte du calendrier et en ayant une forte capacité de communication. En tout cas, il y a quelque chose de profond et de mobilisateur dans ce projet, je pense. Mais j'invite vraiment dans cet atelier tout le monde à réfléchir à ça, parce qu'au-delà du financement, bien sûr, qui va intéresser directement le porteur du projet, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu dis, André, c'est la chaîne de solidarité, c'est les liens que ça va créer entre le donateur et le producteur, le porteur de projet, voire, et je m'adresse vraiment à Nicolas et Philippe, mais finalement à tout le monde, parce que vous êtes tous concernés. On va voir avec Mylène et Tanguy, bien sûr. Oui, André? Oui, juste un dernier petit point. Dans notre groupe de travail sur les nouvelles solutions financières, on travaille beaucoup sur ces questions des ressources locales, comment capter des ressources. Je crois que c'est Nicolas tout à l'heure qui évoquait les touristes nombreux en France. On sait, et il le sait, que souvent ces touristes consomment assez peu par rapport à ce qui se passe dans d'autres territoires. Donc, il y a un intérêt national et un intérêt pour les territoires à capter les ressources, première chose. Deuxièmement, il y a un intérêt à valoriser les ressources. C'est-à-dire, une fois qu'on a capté des ressources, il faut les faire circuler. On a des effets multiplicateurs sur un territoire dès lors qu'on fait circuler les ressources, etc. Et il y a évidemment la nécessité de valoriser aussi les ressources locales. Il y a toute une gestion de la ressource qui doit être présente à l'esprit des décideurs par rapport à ces questions. C'est-à-dire que le participatif, c'est une ouverture vers cette attitude nouvelle peut-être des développeurs consistant à capter les ressources, à les faire venir, et puis une fois qu'elles sont là, à les valoriser, à les orienter, à les rendre meilleures encore pour le territoire. Si on compare deux investissements, un qui est fait en étant indifférent par rapport à l'origine des fonds, et par rapport aux entreprises qui sont concernées pour la réalisation de cet investissement, et l'autre qui fait au contraire très attention à ces éléments. Il y a une étude récente de l'université de Cassel qui a montré qu'il y avait un effet, un facteur 8 de différence d'impact à moyen terme pour le territoire, selon que l'on aura eu cette attitude attentive par rapport à la valorisation des acteurs locaux ou pas. Donc il y a un intérêt à se préoccuper de cette orientation et de cette circulation locale des ressources. Merci André, en tout cas c'est vraiment une grande chance de t'avoir et d'avoir cet accompagnement. Alors on va changer de registre, si je puis dire, pour ça. Et là on va commencer à rentrer dans le web. Alors on imagine tous les potentiels du web. Je tiens à dire, Mylène le sait et ne te moque pas Mylène, que je ne suis pas du tout un expert du web. Ceci dit, les potentiels sont donc énormes, mais on va voir d'emblée avec Mylène dans un registre qui n'est pas classique. On le verra beaucoup plus avec Tanguy, le registre classique, mais que Mylène travaille. Alors, je vais te laisser te présenter. Simplement, on se connaît très, très bien. Tu as été secrétaire général pendant plusieurs années de l'association DefiMed. Et donc, on réfléchit depuis pas mal de temps, Mylène, au potentiel de développement du web avec l'écotourisme au sein de DefiMed. Je te laisse te présenter et après réagir par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que Nemotix, votre coopérative, pourrait proposer? Bon, alors merci Eric pour cette invitation. Effectivement, on se connaît de longue date, puisque quasiment on s'est connus dès le début de la création quasiment de DefiMed et de Nemotix aussi. Donc, Nemotix est une coopérative du numérique qui a été créée à la suite d'un projet de recherche qui était sorti de l'INRIA, donc l'INRIA Sophia.
Et donc, on a été la première et la seule coopérative spin-off de l'INRIA, il faut le dire, toujours, on est toujours la seule. C'est quand même quelque chose d'assez innovant dans la forme et dans le fond. Donc, on a 8 ans aujourd'hui, on s'est créé en 2013. Et on est des spécialistes de ce qu'on appelle l'ingénierie documentaire et l'ingénierie des connaissances, plus particulièrement des technologies sémantiques. Donc, on a maturé pendant plusieurs années dans notre R&D et à notre rythme, puisque on s'est développé sur fonds propres, une infrastructure sémantique qui nous permet de faire du data storytelling en fait. Voilà. Donc, sur plusieurs années avec Defimed, on a essayé de déposer des projets ANR autour de ces idées-là, mais finalement, nous, on a continué à développer nos outils. Et aujourd'hui, on a une infrastructure qui est un commun logiciel. On a plusieurs communs, mais on a l'infrastructure qui est un commun et on a des outils qui sont des communs aussi. On travaille avec notamment le monde de la culture, le monde de l'art. On travaille donc l'art contemporain. On a travaillé avec les gens le ministère de la Culture aussi, notamment les écoles d'art. On travaille avec des collectifs de chercheurs, archéologues, pour en fait mettre en place une solution d'analyse de leurs données, des projets de recherche où ils versent des ressources. En fait, autour d'une gestion documentaire, on a fabriqué un outil de liant sémantique, de liant qui permet d'enrichir les données, de lier entre elles justement les personnes qui les utilisent, les personnes qui les lient, les lieux qui sont inscrits, les concepts qui sont dans les textes. Donc en fait, on a pris toute la force de ce qu'on appelle le web sémantique, qui permet justement de lier les données entre elles, d'utiliser des ontologies, c'est-à-dire des représentations du monde pour pouvoir faire parler ces données. Et typiquement, aujourd'hui, on est mûr, à bout de 8 ans, c'est déjà ça, pour proposer, je dirais, à Defimed et puis à l'écosystème qu'on connaît bien, de co-construire en fait une base de connaissances qui pourrait justement relier des territoires, relier des acteurs, relier des producteurs qui verseraient justement des informations sur eux, sur comment ils travaillent, sur ce qu'ils vendent, et de relier de bout en bout le end-user qui va aller sur le territoire et visiter un lieu culturel et d'avoir dans une interface, alors qui peut être mobile, mais qui peut être aussi autre chose, sur je sais pas, une tablette aussi, la possibilité d'avoir quelque chose, une balade augmentée en fait. Voilà. Donc, pour bien reprendre, parce que tu sais, Mylène, je suis ton parfait interlocuteur, complètement tu traduis bien, mais ce que voilà, j'essaye de traduire. D'abord, c'est un des grands enjeux. Effectivement, ouais. Nous avons des masses de données considérables sur Internet. Comment les trier? Comment faire que quand un internaute comme moi, lambda, se connecte, je vais trouver très rapidement l'information qu'il me convient, qui correspond à ma personnalité et ma recherche. Donc ça, c'est un enjeu considérable. Pour l'écotourisme, la question que je te pose, en réalité, mais tu as déjà en partie répondu, c'est de savoir si effectivement quelqu'un qui se présenterait sur un territoire pourrait d'une part très aisément découvrir les liens qui vont lui permettre de découvrir les producteurs écotouristiques du territoire, mais aussi on peut aller très facilement avec la sémantique jusqu'à d'autres qui ont fait les mêmes recherches sur le territoire et qui ont partagé leur expérience, puis d'autres à l'échelle nationale ou euroméditerranéenne qui partageraient les mêmes questionnements, les mêmes envies et qui pourraient se connecter sous forme d'une communauté d'internautes partageant les mêmes intérêts. Je ne me trompe pas, hein, tout ça, c'est là-dessus que vous intervenez. Et mon rêve, tu le sais, pour Defimed, c'est de trouver un dispositif effectivement qui permette déjà de relier spontanément tous nos internautes qui vont créer un compte gratuit sur le site Defimed, qui vont marquer leurs préférences et qui vont très aisément pouvoir, à travers leurs requêtes sur Internet, et d'identifier et relier
par thématique de recherche. Ça, c'est un aspect qui pourrait être fait. Et l'autre aspect, tu l'as dit, c'est je vais visiter Grasse, je vais découvrir le musée international de la parfumerie. OK, j'ai une application mobile et là, immédiatement, cette application va pouvoir me renseigner par rapport à mes requêtes écotouristiques pour voir qui et comment je pourrais aller découvrir les producteurs écotouristiques aux alentours. C'est ça, j'ai bon dans tout ça. Oui, tu as bon. En fait, le site web, j'ai vu qu'il y a une question là. Le site web, ça peut être une porte d'entrée ou une porte de sortie, comme une application mobile. C'est une porte d'entrée, une porte de sortie. Mais au milieu, il y a besoin de faire le lien. Il y a besoin de pouvoir collecter la data, de pouvoir garder une historicité justement pour faire un profil sémantique des personnes, des éléments, des ressources et justement pouvoir fabriquer en fait quels sont les réseaux de concepts par rapport évidemment à des mots-clés qu'on aurait définis, qui définiraient aussi l'écotourisme, par rapport à une ontologie sur justement c'est quoi le tourisme et l'écotourisme. Et aujourd'hui, il y en a. C'est ça la force du web sémantique, c'est qu'il y a des tas de choses qui existent, qui sont existantes. On a Wikipédia, on a des tas d'infos, des musées qui ouvrent beaucoup de données, et ces données sont récupérables. Et donc, nous, on peut fabriquer le graphe de connaissances qui permettra de pouvoir après éditorialiser ces données sous la forme d'une application web qui peut être une cartographie. Ça peut être aussi un outil de balade dans un territoire avec des petites pop-up qui sortent en disant bah, tiens, vous êtes à tel endroit, ici il y a un berger qui fait des fromages, voilà, où vous avez l'apiculteur. L'idée, c'est qu'on est capable de fabriquer tout ça, mais il faut savoir le constituer, il faut repérer les bonnes sources. Donc, il y a un travail de modélisation, de captage de sources, et ça, c'est ce que vous faites très très bien. Donc voilà, on a tous les éléments alors, pour fabriquer justement, ça. question, on a l'habitude d'échanger là-dessus, mais toujours du profane que je suis, donc nous sommes nombreux, je suppose d'ailleurs, à écouter dans cet atelier. Bon, ça c'est joli, c'est beau, est-ce que c'est pas une usine à gaz? Est-ce qu'on peut imaginer, dès 2021 ensemble, avec un minimum de budget, mettre en place un petit dispositif pilote qui permettrait d'expérimenter un petit peu ce côté sémantique du web? On peut essayer, bien évidemment. Il y a 4 ans, quand tu nous posais la question, on avait tout à faire. Aujourd'hui, on a un commun logiciel qui commence à être partagé, comme je disais, par des communautés. Et donc, quand tu disais, la question, ce n'est pas trivial. Le web sémantique, ce n'est pas un simple web. Et c'est une infrastructure qui est quand même complexe et lourde, même en termes de machines et tout ça. Donc, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que quand on s'est créé, notre objectif, c'était de trouver à vulgariser ces approches qui étaient quand même très high level, justement pour les mettre dans les mains d'acteurs de la transition comme les Defimed, comme le sont les chercheurs de Arcadis avec qui on travaille sur les projets archéologiques. Donc effectivement, oui. Aujourd'hui, tu vois, il y a 4 ans, c'est cher. Aujourd'hui, je peux dire oui, on y arrive petit à petit à baisser les coûts parce que justement, on peut arriver à trouver des partenaires et des communautés qui ont les mêmes besoins de data storytelling et de mise en forme de la donnée pour pouvoir justement avoir un outil partagé. Alors, on reviendra vers vous, Nicolas et Philippe, par rapport à ça, parce qu'évidemment, l'objectif serait de tester localement, et notamment sur le Pays de Grasse, une expérimentation sémantique permettant d'approcher un écotourisme culturel, hein, donc comme je l'appelle, donc de relier effectivement ce côté tourisme culturel conventionnel classique avec l'écotourisme. On est en train d'y réfléchir, on est en train d'y travailler, et bon, voilà, il y a d'autres aspects, plein d'autres dimensions dans lesquelles on peut travailler, mais déjà on va œuvrer à ce niveau-là, et vos conseils et vos retours seront bien sûr très, très précieux. Merci Mylène. J'avais préparé des supports, mais finalement j'ai préféré parler. Mais tu vois, et puis j'ai tout compris en plus. Alors, tu vois, bon, ça va. Je commence à être un bon élève. En tout cas, merci beaucoup. Tanguy, à ton tour. Alors, Tanguy, tu vas être l'ambassadeur un petit peu là aussi de ce qui est pour beaucoup d'entre nous connu. En tout cas, on croit connaître, qui est le web participatif et qui en réalité nous échappe complètement parce que
les potentiels, les ramifications, le rôle que peut jouer le web, évidemment, dans cet écotourisme participatif est fondamental. Donc, nous travaillons avec Defimed à élaborer une stratégie qui puisse reposer sur des métiers et un véritable projet de web participatif pour l'année prochaine en vue de ce mois de l'écotourisme. Mais déjà, nous avons eu le plaisir de t'associer donc à cette expérience pilote sur les Alpes-Maritimes qui a été tous vertueux, donc tous entrepreneurs vertueux, l'opération qui a permis des portes ouvertes, on va dire intelligentes, entre guillemets, mettant en lien la population locale avec des producteurs écotouristiques. Alors toi, ce qui est intéressant, je t'ai proposé d'intervenir parce que tu n'es pas du tout non plus un expert de l'écotourisme. Tu es entré dans l'échiquier de Defimed, si je puis dire, et tu as vu à la fois nos limites, bien évidemment, et puis aussi les potentiels. Alors, est-ce que tu pourrais nous synthétiser un petit peu ça à travers ce petit travail collaboratif qu'on a mené ensemble? Oui, bonjour à tous. Ce que je peux dire pour rebondir directement, c'est que le potentiel, au final, c'est tout le monde. Alors, qui peut être demain acteur de l'écotourisme, intéressé par l'écotourisme? Ben, c'est tout le monde. Moi-même, voilà, je suis voilà, je change mes pratiques quotidiennes, personnelles et professionnelles. Je suis en transition également depuis quelques années, avec une politique ambitieuse, RSE par exemple. Et alors, puis ton agence s'appelle Nocta, hein, je l'ai oui, pas dit. c'est ça, avec des choix tout simplement personnels, de week-ends, de vacances plus authentiques et différents. Et c'est par la rencontre de Defimed, je me dis, bah oui, mais il y a peut-être une question sur le futur à se poser en disant, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Il y a peut-être des possibles à chercher pour des activités ou du tourisme différent. Et c'est par la relation avec Defimed, même qu'aujourd'hui j'ai découvert des acteurs du territoire, même que j'en fais travailler, que je n'aurais jamais découvert aujourd'hui. Donc c'est aussi ça, on n'en a jamais vraiment parlé, mais que je souhaitais dire. Mais avant de rentrer dans le participatif pur et dur, tu me questionnes sur le potentiel. Le potentiel, c'est que moi, je suis intéressé et quand je passe de voir mes équipes de l'autre côté qui ont des âges différents, des styles de vie différents, du doctorat en lettres à des profils beaucoup plus juniors, beaucoup plus génération Y et Z, ben, je vois au fil des ans un changement dans leur manière de consommer, ce fameux questionnement, il est là, il existe. Donc ça veut dire beaucoup de choses quand derrière, on parle de participatif et d'Internet. Pour cause, ma casquette, mon objectif, c'est la visibilité de la cause et la visibilité du coup de Defimed et des différents acteurs, producteurs écotouristiques qui sont la valeur en bout de chaîne. Donc ça permet, donc l'enjeu, c'est de faire découvrir l'écotourisme déjà, voilà, pour au final le petit déclic que j'ai eu moi en vous rencontrant, pour le faire connaître du plus grand nombre, casser un peu les habitudes, voilà, qui sont prises par ces différentes cibles, et donc sensibiliser, éduquer, et dans un autre versant, créer un réseau, fédérer, faire comprendre l'intérêt de se fédérer auprès des acteurs. Voilà, ça, c'est ma casquette. Mais pour être très concret, on parle, et tu l'as bien rappelé dans ton propos de présentation, bon, on pense connaître Internet, ok, oui, créer un site Internet, ça va être utile, créer une page Facebook, c'est utile, il y a une autre manière de l'exploiter, cet Internet, pour pouvoir arriver à cet objectif, voilà. Quand on le connaît bien, c'est faire de la publicité sociale ciblée, donc qui coûte peu cher, mais qui est en capacité d'aller parler à un public
segmenté, personnalisé, qu'on choisit, donc qui est sensible à notre cause, mais qui ne nous connaît pas et qui ne la connaît pas. Vraiment encore la possibilité de l'écotourisme. Et il y a plein d'autres possibilités, leviers, outils de communication digitale. Publicité sur les réseaux sociaux en est une, mais on avance ensemble pour mobiliser des relais. Parce que c'est aussi ça, Internet. Ces relais, ce sont des médias, ce sont des blogs, ce sont des blogueurs, quelle que soit leur taille ou spécialité, qui ont tous en commun d'avoir une audience, d'avoir une certaine sensibilité et de parler notamment à des familles, puisque l'objectif, c'est qu'il y ait une puissance, qu'il y ait une audience. Et voilà, la famille en fait partie. Alors là, je réagis effectivement à ton propos parce qu'au-delà même de valoriser et de promouvoir le secteur de l'écotourisme, il y a cette dimension pédagogique qui est très importante et qui va s'adresser jusqu'aux enfants. C'est un vœu aussi que nous avons bien sûr au sein de Defimed, c'est d'imaginer pouvoir sensibiliser le plus tôt possible ces futurs consommateurs, visiteurs à des pratiques écotouristiques qui nécessitent quand même des attitudes éco-responsables, de comprendre et de connaître. Et encore une fois, de ne pas se précipiter dans un écotourisme sans le maîtriser. Donc, il y a une part éducative qui est très importante et il y a certainement un rôle à jouer fondamental avec le web là-dessus. Ouais. Dans l'aspect traditionnel des choses, on pense à la publicité 4x3 au bord des rues et on pense à de la relation presse. En 2020, ça ne marche plus comme ça. En 2020, c'est transposé à la publicité ciblée vers notre audience sur les réseaux sociaux et Internet. Et d'un autre côté, par ces tissus de blogs, de médias plus ou moins professionnels qui ont des communautés, voire même les fameux influenceurs. On peut rêver que le plus grand influenceur voyage français, qui s'appelle Bruno Maltor, parle d'écotourisme et qu'on vienne lui faire un petit tour auprès de nos producteurs. Mais dis-moi, concrètement, en toute transparence, là vraiment, on est bien dans un atelier de travail. Le premier bilan que tu pourrais tirer de cette collaboration avec Defimed, c'est d'abord, très vite, c'est quoi nos limites? Vraiment, il y en a beaucoup, hein. On a bien conscience de ça. C'est quoi nos limites? C'est-à-dire, dans le défi qui t'était demandé de relever, c'était concrètement comment toucher la population locale des Alpes-Maritimes pour qu'elle puisse s'inscrire dans nos portes ouvertes et faire un retour d'expérience de ces portes ouvertes. Donc, pas facile, tu as démarré de très très loin, nous en sommes vraiment conscients. Et puis, on a vu quand même que par le jeu des influenceurs auxquels tu as fait appel, eh bien, très très vite, il y a eu un engouement et la quasi-totalité, je crois, des portes ouvertes, des 38 portes ouvertes, étaient complètes. Hein, donc, ça a bien fonctionné. Mais quelles ont été les limites et quels sont les potentiels d'évolution? Je vais faire un lien sur les limites avec du coup ce qui a été dit, rappelé par Patricia et dit sur les autres ateliers et sur le cœur, la vocation première de Defimed, le réseau. La création d'un réseau d'acteurs. Je crois beaucoup au réseau. On s'est découvert par des réseaux de communicants et je crois à cette mutualisation, aux différents effets qu'on peut arriver avec de mobilisation des réseaux. Aujourd'hui, il faut constituer ces réseaux. Voilà. C'est qu'on part il nous faut le réseau formalisé et ce à quoi vous vous employez avec des acteurs très divers, de qualité, pour ensuite pouvoir prendre la parole à très grande échelle et les faire rayonner, eux, comme la cause. Et donc, il y a ce travail de structuration, d'ingénierie qui demande beaucoup de temps. Vous en savez quelque chose, parce que ça vous emploie depuis plusieurs années maintenant. C'est ça. Donc, effectivement, le grand défi, et c'est pour ça qu'un mois euro-méditerranéen de l'écotourisme peut avoir du sens si nous avons auparavant pu solidifier, structurer un réseau qui serait prêt à y participer. Parce que l'objectif, il est évidemment là. Hein. Il est de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir ainsi monter un projet collectif au sens pur du terme. Donc, effectivement. Tanguy, tu voulais rajouter 2-3 points ou pas? C'est bon? C'est bon pour moi.
Alors, je vais demander à notre grand maître Nicolas Monco de pouvoir réagir et en précisant, Nicolas, que tu interviendras. En plus, tu es surexploité par Defimed, donc tu interviendras demain à la table ronde de clôture. Et à ce titre, je te remercie aussi avec des grands témoins. Voilà. Mais là, peut-être réagir à tout ce qui a été dit avec, pour toi, quelques idées comme ça, ou en tout cas les points importants sur lesquels il faudrait que Defimed se base pour prétendre monter un événement comme celui-là à l'automne 2021, en misant effectivement sur eh bien, l'expérience culturelle déjà mise en place par le ministère en France et même à l'échelle européenne à travers des programmes internationaux. Oui, moi je m'appuierai peut-être pour commencer sur ce que vient de dire. Rapproche bien ton micro, Nicolas, parce que vraiment, si tu ne le rapproches pas, c'est... Il faudrait que je règle ce problème. Voilà, ça là, c'est mieux. Oui, je voulais peut-être commencer en m'appuyant sur ce que vient de dire Tanguy sur la nécessité et l'importance de constituer les réseaux. Évidemment, là-dessus, le ministère de la Culture peut aider, puisque effectivement, notre rôle à nous, comme dans le travail que nous faisons avec Defimed, c'est effectivement de travailler, de répondre aux projets, aux interrogations et aussi aux demandes de croisement qui existent par rapport à beaucoup de réseaux qui soient, donc, je l'expliquais tout à l'heure, patrimoniaux, artistiques, voire même des réseaux un peu institutionnels. Je pense à des choses comme les centres culturels de rencontres. Quand on parlait tout à l'heure des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, sur lesquels Philippe travaille davantage que moi, ce sont aussi des réseaux là, qui sont institutionnels. Et aujourd'hui, la chance qui est la nôtre, c'est que tout est un peu remis en cause, notamment par la catastrophe de la crise sanitaire et toutes les questions de changement de paradigme qu'elle apporte. Et évidemment, tout le monde, au-delà de la question des précautions sanitaires, de la réassurance sanitaire, comme l'on dit, tout le monde est effectivement en train de travailler, notamment dans le cadre gouvernemental, dans le cadre d'un comité de filière tourisme, à essayer de trouver tous les axes, les projets et les acteurs, les parties prenantes pour transformer le tourisme de demain. Donc, à l'intérieur de ça, évidemment, l'écotourisme en est une dimension, ce n'est pas la seule, mais il est tout à fait possible, c'est la proposition qu'on peut vous faire, effectivement, d'arriver à créer les connexions les plus opérationnelles possibles. Moi, ce qui me semble un écueil à éviter, c'est souvent d'essayer de reproduire ou de pénétrer un terrain ou un domaine d'action qui est déjà remarquablement traité par d'autres. Donc, c'est plus les complémentarités et faire un peu un état des lieux des dispositifs et des actions existantes qui permet certainement d'être le plus efficace, en partant toujours du territoire. Alors, nous avons déjà eu ces conversations, Eric, ensemble. Il se trouve que nous avons mis beaucoup l'accent, comme l'une des dimensions importantes du tourisme culturel, sur les savoir-faire. Nous travaillons étroitement, comme d'ailleurs l'ensemble des ministères chargés du tourisme. J'y inclus évidemment Atout France, qui est l'opérateur des affaires étrangères sur l'attractivité internationale de la France. Nous travaillons beaucoup avec le réseau des services du savoir-faire porté par l'association Entreprises et Découvertes, qui d'ailleurs a un travail très important et de nombreux acteurs du réseau dans votre région, enfin la tienne, Eric. Oui, j'attire l'attention de Guylaine là-dessus, effectivement. Guylaine, qui était maire à Biot, et tu me disais que Biot est sans doute le premier site, oui. Hein, c'est ça, qui a ouvert la voie, on peut dire. Et puis il y a tout Sophia Antipolis. En nombre de visiteurs. En nombre de visiteurs, oui, c'est ça qui est fou. Hein. Ouais, très bien, d'accord. Alors évidemment, par ailleurs, je fais un peu le lien avec ce que disait Mylène, c'est que la période de confinement, enfin maintenant on est dans le deuxième confinement, mais a poussé aussi, a accéléré plutôt une évolution des opérateurs et des acteurs culturels à partager les ressources culturelles sur le net comme étant un levier aussi pour, une fois cette affaire de crise sanitaire, on l'espère terminée,
puisse effectivement attirer le regard sur un certain nombre d'actions et d'initiatives qui amèneraient demain un transport des visiteurs physiquement cette fois-ci. Et notamment, c'est l'opération que mène le ministère de la Culture qui s'appelle Culture chez nous, avec, on n'est d'ailleurs pas les seuls, avec une infinité de ressources que l'on peut éventuellement mettre aussi à disposition. Donc, également, nous en avons parlé, Eric. Il se trouve que je n'ai aucune confirmation à ce stade puisque nous travaillons de façon annuelle dans le cadre de ce qu'on appelle l'annualité budgétaire dans l'administration, mais nous avons bien quand même l'intention, si les validations suivent, de pouvoir aussi, autour d'une thématique tout à fait voisine de ce dont nous parlons aujourd'hui, d'organiser probablement en 2021 les 3e rencontres nationales du tourisme culturel qui, donc, la première a eu lieu au Centre Pompidou à Paris en 2016, la seconde au Louvre-Lens en 2018. Ça rassemble entre 300 et 500 participants. Le but est de faire se rencontrer à égalité, presque à parité, des acteurs culturels et touristiques. Et l'objectif est de créer des tables rondes, un programme avec une idée simple, de parler de projets qui réussissent, les conditions de leur réussite au service des territoires et comment la coopération des acteurs culturels et touristiques dans toute la chaîne de valeur touristique peut effectivement apporter des solutions incroyables et voire même des bonnes idées, des bonnes pratiques qui sont éventuellement reproductibles ailleurs avec la spécificité du territoire. Donc nous avons avec le ministère de la Culture, ses acteurs, avec Philippe qui participe à cette table ronde aujourd'hui, tout un tas de leviers de réseau entre les mains, c'est le rôle de l'action nationale portée par le ministère de la Culture, sur lequel il est très important, je crois, avec les forces qui sont les nôtres, d'arriver un peu à cartographier, d'une part, arriver à recenser les actions qui sont faites et les bons croisements, simplement pour que ce que vous avez, vous, à apporter, à la fois en termes d'expertise, d'expérience, mais aussi en termes de démarche, puisse venir compléter des démarches qui sont faites par le savoir-faire, par les petites cités de caractère qui portent très très haut l'attractivité touristique mesurée. Ils se posent eux aussi les questions de la régulation, parce que eux, leur objectif n'est pas le chiffre, mais la qualité. Autour du patrimoine, se basant par exemple pour eux sur une charte qui met en avant les droits culturels, en partant du principe que c'est bien la co-construction avec les acteurs autour de la pluralité de chacun qui est porteur de culture et une dynamique qui s'inscrit dans la durée, que ce sont les clés de la réussite. Et d'ailleurs, ils en font chaque jour une belle démonstration. Mais nous travaillons aussi avec les réseaux des cités remarquables, les villes et pays d'art et d'histoire, les itinéraires culturels européens et beaucoup d'autres acteurs aussi que nous avons réunis sur le territoire à l'occasion de ces rencontres, à l'occasion d'un MOOC que nous avions fait en partenariat avec le CNAM. Et je salue d'ailleurs Brice Dution qui participera au prochain atelier après le nôtre. Et un certain nombre d'acteurs sont tous en train de se poser quelque part la même question, c'est-à-dire une infinité de ressources sur le territoire, une infinité d'expériences, comment on les met en commun et comment on arrive à passer quelque part à une échelle supérieure par la coopération de tous les acteurs, que chacun sorte un petit peu de l'isolement. Je ne dis pas que c'est votre démarche, mais quand même, on se retrouve des fois avec un certain nombre de limites et ces croisements, c'est notre rôle à nous de le faire. Je terminerai simplement ce propos en disant que nous avons d'autant plus de légitimité à le faire. Je parlais tout à l'heure d'un ministère de la Culture qui est organisé jusqu'à présent en grands silos, si l'on veut, par thématique, le patrimoine, et bien que l'une des novations au 1er janvier, c'est le souhait de la ministre Roselyne Bachelot-Narquin, c'est de créer une nouvelle structure dans laquelle je me retrouverai avec Philippe pour porter ces enjeux de territoire et de problématiques, la ministre ayant décidé de dire qu'il faut ajouter quelque part au travail quotidien du ministère de la Culture un travail étroit avec les collectivités, les territoires et surtout changer un petit peu le regard, ne plus partir d'une offre culturelle où on s'interroge sur comment développer les publics,
mais en partant au contraire de l'idée que chaque territoire, chaque habitant inscrit dans un territoire est porteur de culture, de dynamique territoriale, et que sur ces bases, nous sommes capables de créer du développement des territoires par la culture, un projet artistique et culturel. C'est par exemple dans ce cadre que tout récemment a été lancée l'opération des capitales françaises de la culture, comment un certain nombre de régions et de villes et de métropoles françaises pourront, autour d'un projet artistique et culturel, développer une attractivité et un développement territorial. Donc, tous les feux, entre guillemets, sont au vert, tout est réuni avec les forces qui sont les nôtres, qui ne sont pas non plus très, très larges et très volumineuses, mais avec de l'intelligence, de la coopération, et nous sommes déterminés à travailler avec des FISMED sur le long terme. Nous prendrons notre part en qualité de pouvoir public, si je peux un peu m'exprimer ainsi, comme avec le bénéfice que l'on souhaite, un peu comme le soulignait André Jeunet tout à l'heure, à savoir, quand les pouvoirs publics sont dedans, c'est quelque chose, une garantie qui change un petit peu la donne. Complètement, oui, oui, tout à fait. Merci, merci Nicolas. Je voudrais peut-être donner la parole juste à Mylène. Je ne sais pas pourquoi il y a une sorte de télépathie là, mais quand on entend tout ce qui a été dit et ce que vient de dire Nicolas, on voit l'énormité des données qui peuvent émerger par rapport à une campagne que pourrait lancer, je dis tout au conditionnel, hein, que pourrait lancer des FIMED, l'écotourisme, adoptons-le, voilà un slogan. Donc on peut imaginer que si on fait bien notre campagne, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'internautes au moins peuvent se connecter en tout cas, puis élaborer une requête à travers notre site. Je pense bien sûr à la rive sud aussi, hein, nous ne sommes pas qu'en France. Hein. Donc quelque part, avec tout ça, toi, eh bien, vous, Mnemotics, vous pouvez nous aider à faire un tri. Mnemotics, c'est un élément d'un écosystème qu'on peut imaginer plus grand, ça c'est sûr, mais effectivement, les technologies sémantiques sont les technologies idoines pour pouvoir représenter des masses très importantes de données liées dans des graphes de connaissances, dans des bases de données de graphes qu'on utilise. C'est pour ça que c'est pas trivial comme techno et qui sont interrogeables et dans lesquels on peut aller fouiller en fonction de critères, en fonction justement de filtres. On peut justement raisonner sur des arbres de connaissances, des thésaurus pour pouvoir faire de la recommandation. Oui, bien sûr, pour nous, c'est en plus l'univers de l'écotourisme et de la culture sont nos univers de prédilection, je dirais, parce que, bon, effectivement, on préfère travailler sur ces thématiques-là que travailler avec Total, par exemple. Donc, quoi qu'il en soit. Oui. Le mot a été lâché, donc d'accord. Merci Mylène. Oui, alors pareil pour André. André, tu as vu, il y a une question pertinente, je ne sais pas de qui, je ne me rappelle plus qui t'a été posée, mais effectivement, on part sur l'idée qu'on a les ressources locales pour pouvoir imaginer une intelligence collective qui se structure. Mais ces ressources, en réalité, on ne les a pas forcément. Donc, comment imaginer faire émerger ces ressources pour qu'on puisse bâtir quelque chose en intelligence collective? Vas-y, André. André? Ouais. Oui. C'est bon. Oui, comment faire émerger les ressources? J'ai essayé de répondre dans le chat. De toute façon, on peut partir du postulat qu'il y a des ressources parce que, quel que soit le territoire, même s'il est pauvre, et peut-être même davantage quand il est pauvre, il y a plus d'épargne que d'emploi à cette épargne directement disponible sur ce territoire. Ce qui est certain, c'est que dès que l'on met en pâture, si je puis dire, des projets sur des plateformes, sur un territoire, des ressources se révèlent de manière tout à fait significative. Et d'ailleurs, des ressources, pour répondre aussi à la question, est-ce que c'est seulement pour les bobos, etc., le financement participatif, par exemple avec le don, est accessible vraiment à tous. On a des contributions qui peuvent être de quelques dizaines d'euros maximum. Donc, moi, je n'attends pas d'avoir une vision complète, exhaustive des ressources du territoire pour entrer en action. Je considère qu'il y a des
des ressources latentes humaines et financières, et qu'on est loin de saturer, avec les propositions qu'on fait sur ce territoire, on est loin de saturer ces possibilités de ressources. Donc, deux exemples, on peut faire des analyses. On peut faire des analyses globales, on peut avoir une approche de type métabolisme territorial, étendue aux finances, etc. C'est éclairant. On peut essayer de savoir quelle est la fuite d'épargne sur ce territoire, c'est éclairant. Mais de toute façon, tout ça est intéressant, mais on n'est pas obligé de satisfaire à ces curiosités pour se lancer dans l'action. Deux exemples, je vais prendre, je crois les avoir vus avec nous. Donc, je prends Annabelle qui travaille en Corse dans l'écotourisme, et puis Jean-Pierre qui est intervenu ce matin, qui a une agence tout à fait remarquable sur le sud marocain. Voilà deux acteurs qui peuvent identifier des ressources au niveau de l'écotourisme, c'est-à-dire des producteurs qui vont de l'avant, qui font bouger les choses, qui apportent des expériences comme on les recherche à travers Defimed, mais qui vont avoir effectivement l'opportunité peut-être, à travers une opération comme la nôtre l'année prochaine, de pouvoir faire remonter des besoins. Donc à ce moment-là, est-ce que je le prends par le bon bout? Est-ce que Annabelle et puis Jean-Pierre peuvent être des personnes qui peuvent nous aider à identifier des besoins et des projets qui vont nous permettre d'élaborer alors des campagnes de financement participatif en leur faveur? Oui, c'est une bonne manière de commencer par l'offre de projet qui va elle-même susciter les ressources correspondantes. Oui. Je ne sais pas si je réponds, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, pour reprendre aussi tes propos de tout à l'heure, pour bien être dans le bon calendrier, on pourrait très bien imaginer soit lancer l'opération de crowdfunding dans le mois de l'écotourisme au mois d'octobre en lui donnant du temps, peut-être 45 jours, en tout cas 30 jours, mais en tout cas un projet qui a été bien identifié, bien élaboré en amont. Soit on peut lancer la campagne, par exemple, mi-septembre et la terminer pour le mois d'octobre pour honorer et booster un petit peu les donateurs. Moi, il me semble que sur les territoires cibles, il est bon de signaler bien à l'amont cette opération, de façon à avoir des porteurs de projets qui se mobilisent, qui s'améliorent dans la présentation de leurs projets, qui commencent de prendre des contacts avec des plateformes, qui sont sélectionnés par ces plateformes, etc., de manière à avoir, pendant le mois cible, des projets sur lesquels communiquer. Moi, je dirais, on peut commencer au printemps 2021, par exemple, enfin, je dis ça comme ça, c'est pas forcément très précis, d'annoncer une opération de visibilité pour les projets de telle catégorie en octobre, et puis on voit ce qui se passe et on essaie d'encourager l'expression et la montée en qualité des porteurs de projets et des projets. Et s'ils sont prêts avant, ils seront prêts avant. De toute façon, on se servira de leur exemple pour communiquer en octobre. Mais en tout cas, il faut vraiment être à l'amont pour être assuré d'avoir une taille critique en nombre de projets suffisante pour ne pas décrédibiliser l'opération. Complètement. Philippe, est-ce que tu peux réagir par rapport à tout est-ce que ça t'a fait réfléchir aussi par rapport au potentiel de synergie qu'on pourrait monter dans ce que tu nous as présenté de très prometteur au début? Je réponds que ça ne m'a pas fait réfléchir. Tu vas te demander ce que je fais là. Bien évidemment, c'est à la fois excitant, c'est la découverte d'actions qu'on ne connaît pas. On vit tous de ces cloisonnements. Et donc, là, sur le chat, on voit bien qu'il y a des connaissances qu'on a dans un coin et on oublie complètement ce qui se passe à côté ou on ne le sait pas. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Moi, je crois, là, on est en train de parler sur le chat de la question du cahier des charges, parce qu'il y a plein de labels qui existent. D'abord, il faut les cartographier, il faut savoir qu'ils existent, il faut se les partager. Et en même temps, il y a une question d'exigence sur le label. Pour prendre l'exemple du sport qu'on regarde actuellement, les grands événements sportifs ont une charte de développement durable en 15 articles. Quand on discute avec nos collègues du ministère de la Culture qui suivent les festivals, l'exigence des festivals culture, je ne dis pas que ça s'applique sur tous les festivals, mais l'exigence sur les festivals qui sont labellisés par nous est bien supérieure à ça. Donc, il y a vraiment aussi un énorme travail de cartographie,
de façon à identifier, comme disait Nicolas, tous les plus que Defimed va pouvoir apporter par rapport à ce qui existe déjà. Il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Et ce n'est pas seulement une histoire de territoire, c'est aussi sur le fond, sur la matière. Et puis, il y a un gros travail sur le cahier des charges. Et ce que j'entends depuis hier, ce matin, la présentation d'Yves était remarquable parce qu'on listait bien, au travers des expériences présentées hier, ce que c'est que votre cahier des charges. Il existe, il est présent, ça rentre dans, sans être un label, c'est clair qu'on voit bien les points communs qui sont autant de dénominateurs justifiant l'éthique. Mais ça, c'est un vrai sujet parce qu'à un moment, il va falloir limiter aussi. Il va falloir pouvoir identifier ce dont on parle et ce dont on ne parle pas. Donc, le terrain du sport est un beau sujet. Et c'est pour ça que moi, je trouvais intéressant de réfléchir avec vous aussi, dans la perspective de 2022, où normalement, il devrait y avoir les Jeux méditerranéens qui auront lieu en Algérie à Oran, d'essayer de se mettre sur cette perspective aussi de monter en puissance pour voir sur un grand événement de ce type, comment on peut être aussi en exigence. Voilà. Alors, évidemment, il y aura des impondérables, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais ça me semble être un bon test et c'est une façon aussi de faire réfléchir le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 à tous ces enjeux-là, qui sont dans l'acte de candidature de Paris, qui sont dans la charte olympique, qui sont rappelés régulièrement, mais ce qu'il faut, c'est que ça soit vrai. Ce n'est pas simplement un affichage, il y a un vrai risque, tu en parlais ce matin, de greenwashing. Il faut que ça soit concret. Alors, il y aura des loupés, mais on doit essayer, avec l'objectif 2024, d'être dans ce qu'on peut faire de mieux en 2024, en partant de ce qui marche déjà très bien et qui n'est pas assez connu et qui a besoin simplement de liens, ce que vous proposez depuis hier et depuis déjà plusieurs années. Et pour rebondir effectivement à tes propos et m'adresser à Jérémy Gross et François Huette, que je ne connais pas, mais avec qui je correspondrai volontiers, Defimed n'invente rien en cartographiant des expériences écotouristiques. Hein. Ça se développe partout, effectivement. Clé verte, bon, on est beaucoup dans l'hébergement, hein, mais nous, on considère quand même qu'au niveau de l'écotourisme, c'est toute une chaîne d'acteurs et pas seulement des hébergeurs, bien évidemment, qui contribuent à l'écotourisme du territoire. En revanche, nous sommes beaucoup plus proches des critères du géotourisme. Hein. Je ne sais pas si vous avez découvert ces critères-là, qui sont issus des parcs américains, qui vont qualifier plutôt des expériences d'écotourisme plutôt que des simples visites. Donc, on a de la joie, de la découverte. On a des mots-clés, hein, joie, découverte, apprentissage. Des mots qu'on ne retrouve pas forcément dans les plateformes aujourd'hui qui sont des simples cartographies, mais très utiles par contre, mais qui vont nous permettre d'identifier des acteurs vertueux, mais sans identifier les expériences. Et je voulais aussi ajouter, je le répète et je le répéterai peut-être pendant les 2 jours, il manque terriblement au secteur de l'écotourisme des retours d'expérience. C'est là où j'aimerais réfléchir aussi avec peut-être Mylène sur les potentiels qu'il y a à faire, mais nous n'avons pas de conception de l'écotourisme claire, si ce n'est encore une fois que lors d'un séminaire il y a 15 jours avec les étudiants de Carthage, des étudiants qui m'ont interpellé avec la question de dire mais pourquoi on pratiquerait l'écotourisme ? Et donc, pourquoi ils posaient cette question? Parce qu'encore une fois, pour eux, il n'y avait rien d'innovant dans l'écotourisme. Si c'est pour aller se promener au bord de la mer ou aller se promener dans les bois, ce n'est pas très, très attractif. Et puis surtout, on le fait déjà. Il n'y a pas besoin de monter un programme pour ça. Donc, l'écotourisme, c'est une mauvaise... Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'écotourisme. Et là où on insiste, c'est sur ces expériences, ces liens dont Jean-Pierre parlait si bien, d'ailleurs, Jean-Luc aussi ce matin et Anne-Cécile. C'est vraiment de créer du lien et un retour d'expérience nous paraît à monter, capable de renseigner et d'enseigner et de pouvoir effectivement inciter d'autres finalement à partager ce type d'expérience. Aujourd'hui, Clé verte, en toute sincérité, je suis très sensibilisé à l'écologie quand même, hein, on peut le dire. Clé verte, c'est une initiative remarquable, il en faut, mais ça ne suffira pas forcément pour moi pour choisir un établissement et mes vacances. J'ai besoin de savoir ce que je vais y vivre. Voilà. Et savoir qu'on change les serviettes et qu'on change les... Oh, là, je caricature, hein, c'est terrible ce que je dis, mais parce que c'est bien plus que ça, mais ça ne suffira pas. Voilà, tu te rappelles, Eric, qu'on avait imaginé avec l'UTC, donc l'UTT de Troyes, cette idée de real mark, c'est-à-dire le bookmarking d'éléments réels sur le territoire pour pouvoir faire remonter
ces retours d'expérience. Ça fait un moment qu'on tourne autour de ça aussi, hein, mais certainement qu'aujourd'hui, avec des applications mobiles embarquées, on aurait de quoi faire. Mais là, par contre, bon, c'est un vrai projet qu'il faut dimensionner. Voilà. Donc, alors, il y a eu une initiative comme ça en 2011. J'étais dedans. C'était un projet européen qui s'appelait Twirl. Peut-être que ça parle à quelqu'un. Et c'était gérer le avant, le pendant et le après un voyage. Donc, l'idée, c'était de rassembler des labos de recherche et des boîtes privées où j'étais effectivement dedans. Et justement, on voulait faire l'accent sur le après, qui manquait déjà en 2011. Donc, on a peut-être une base à reprendre en repartant de ce projet Twirl. Je ne sais pas ce que ça a donné. Très intéressant, en tout cas, merci. Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc... Avec un beau budget, il y avait 4 millions sur la table pour. Ah ben voilà, c'est ça. Non, ben c'est ça dont on a besoin à Defimède. Et voilà. C'est complètement ça, oui. Peut-être, moi, j'aimerais faire intervenir Olivia. Je t'ai donné le micro, Olivia, parce que c'est intéressant que tu puisses nous témoigner justement de. J'ai bien aimé, c'est joli ce que vous dites à Village Monde, au bout du chemin. Donc, c'est vraiment de conduire les visiteurs à pratiquer, à rencontrer et à repartir avec des enseignements et une expérience. Oui, c'est ça. On est avec Village Monde et Vaolo. Ce sont deux entreprises au Québec. Donc, Village Monde, qui est une fondation créée par Charles Monique, qui interviendra dans l'atelier suivant, et Vaolo, créé par Jean-Sébastien Noël. Et en fait, ces deux entreprises-là ont pour vocation, c'est de faire découvrir aux locaux le tourisme près de chez eux, de relier, on va dire, les locaux aux entreprises touristiques. Donc là, je vous invite à aller sur les sites internet de Vaolo et Village Monde pour découvrir un peu plus leur programme. Par exemple, en ce moment, ils ont lancé le programme Expérience Québec pour inciter les Québécois à découvrir les hébergements de chez eux, mais aussi de soutenir la relance économique touristique. Et tous les hébergements qui sont présents sur la plateforme sont, on va dire, intégrés suite à une charte. C'est vraiment important de ne pas faire du greenwashing, comme vous parliez tous, de prendre des hébergements juste pour prendre des hébergements. Il y a vraiment une recherche d'impact local, que ce soit économique, environnemental, mais aussi un respect de l'authenticité et puis la fierté des locaux, que ce soit au niveau des savoir-faire, mais aussi des traditions. Donc, il y a un peu tout ce dont vous parliez au niveau des chartes et des contacts entre habitants et entreprises touristiques est vraiment importante et intégrée dans le modèle véhiculé par Vaolo et Village Monde. Oui, je vais profiter, je vais l'exploiter puisque Pierre Trente nous a rejoint, donc ton ancien prof. Fais gaffe, Olivia. Donc, du coup, merci Pierre d'être avec nous. Je voudrais juste, parce que tu viens de te connecter, résumer un petit peu ce qui est dit et puis peut-être pour le mot de à la fin, avant ton intervention dans l'atelier suivant. Et je vais résumer très grossièrement ce qui a été dit avec la perspective de cette entrée en scène de la société civile. J'ai pris le soin, Pierre, te connaissant, je ne suis pas ton ancien élève, je n'ai pas l'âge, mais de pouvoir préciser que la régulation est fondamentale dans l'écotourisme. Hein. Il n'est impossible de penser à un écotourisme dévastateur et embarquant des millions de personnes partout dans les territoires et absolument pas régulé. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, ce qui peut être résumé à travers cet atelier très très riche, encore une fois, c'est que d'une part, il existe des itinéraires culturels européens, que Philippe Verguin porte au nom du ministère de la Culture un projet qui se concrétise pour l'année prochaine d'un itinéraire européen du sport dans lequel l'écotourisme aura un rôle fondamental et qui associe déjà 10 pays. Donc on a déjà là une dynamique qui est très intéressante. Puis Nicolas nous a précisé en 2 temps que bien sûr le ministère dispose d'énormément de réseaux et qu'il est possible de travailler ensemble pour imaginer activer ces réseaux à travers, pourquoi pas, un mois euroméditerranéen de l'écotourisme au mois d'octobre de l'année prochaine. Et donc, de mettre en valeur dans les territoires, c'est fondamental, donc des métiers, des savoir-faire qui peuvent valoriser les patrimoines et valoriser cet écotourisme. Et puis, on a André qui nous a bien parlé aussi du rôle que les territoires peuvent jouer à travers le côté facilitateur pour relier des donateurs à des producteurs porteurs de projets écotouristiques, avec toute une intelligence territoriale qui peut se mettre en place et des liens qui peuvent se créer, notamment des liens durables dans le temps.
Mylène, bah, je n'ai pas besoin de revenir, tu la connais très bien aussi. Donc, Mylène nous a parlé effectivement des potentiels, cette fois, qui pourraient se concrétiser dès l'année prochaine, d'une mise à disposition, d'une expérience pilote qui pourrait être tentée pour rendre beaucoup plus intelligente la visite d'un site culturel à travers les producteurs écotouristiques qui pourraient être reliés à ce site, mais aussi plein d'autres dispositifs que tu connais très bien. Voilà, l'idée toujours est d'imaginer un écotourisme participatif intelligent, éducatif, je sais que ça compte beaucoup pour toi, et qui puisse permettre, Olivia vient de le dire, de permettre de faire vivre des expériences aux usagers qui leur permettent de comprendre les enjeux de l'écologie, les enjeux du territoire et les enjeux de pratiquer cet écotourisme de manière éco-responsable. Voilà, grosso modo, ce qui a été dit. Alors, je ne sais pas si ça peut t'inspirer et je sais que tu pourras réagir. En tout cas, félicitations pour Des Racines et des Ailes hier soir et pour ton guidage. Alors, d'abord, bonjour à tout le monde. Donc, je m'étais connecté, je voulais me connecter discrètement jusqu'à tout à l'heure, mais c'est raté. C'est impossible. Donc, alors, je vais essayer peut-être de réagir, mais pardonnez-moi, parce que malgré ta bonne synthèse, je n'ai pas écouté les travaux d'avant, et donc j'espère ne pas être à côté à côté de la plaque. Juste, moi, je vais rebondir effectivement sur ce que tu viens de dire, et puisque tu m'as tendu la perche sur la gestion des flux. Alors, je ne sais pas ce qui a été dit. Simplement, je pense qu'on est à un tournant. Je ne sais pas s'il est historique, parce que, pas de ma part, mais dans le tourisme. Parce que je pense que le tourisme va devoir faire sa révolution, à la fois culturelle et sa révolution politique, et surtout politique, puisque le tourisme a été utilisé de tout temps, et d'ailleurs des fois dans des contextes qui auraient mérité de se passer du tourisme, je pense au temps du fascisme ou du nazisme, mais le tourisme a souvent été utilisé, j'allais dire, comme un élément bienfaiteur d'une société, c'est en quoi il est bien, et que, j'allais dire, les pouvoirs politiques ont exploité, et partant de là, on est parti du principe que l'accès aux sites touristiques d'une manière générale, quel qu'il soit, était libre d'accès quand on voulait et où on voulait. Donc ça, j'allais dire, cette logique pouvait fonctionner quand il y avait très peu de touristes, parce que tant qu'il n'y a pas surcharge environnementale, tant qu'il n'y a pas surcharge sociale, j'allais dire, tout se passe bien, tout se passe relativement bien. Aujourd'hui, on est dans un vrai paradoxe, puisque je pense que personne, j'allais dire autour de cette table, mais cette table virtuelle, personne n'ira à l'encontre de chercher à ce que le plus grand nombre sur cette planète accède aux vacances. Mais une fois qu'on a dit ça, si de l'autre côté, on ne rééquilibre pas le système en régulant les flux, on ne peut pas faire comme si aujourd'hui, il y avait très peu de touristes. Et on ne peut pas faire comme si aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup, j'allais dire, d'habitants potentiels à qui il fallait donner les moyens d'avoir accès au tourisme. Donc, quand je dis qu'il fallait faire sa révolution, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va être obligé, à mon sens, quand je dis obligé, mais moi ça ne me perturbe pas beaucoup, d'imaginer que désormais, pour accéder à un site touristique quel qu'il soit, on ne pourra plus y aller quand on veut et comme on veut. Voilà. Et par contre, j'allais dire, il faut toujours regarder ce qui est bon dans quelque chose qui est aujourd'hui malheureusement catastrophique, à savoir la pandémie. La pandémie vient de remettre en selle, je dirais, une idée qui a d'une part été volontairement oubliée par les opérateurs de voyage à une époque, et puis qui a été parfois oubliée par les décideurs parce que ce n'était pas très valorisant pour les territoires, c'était de se concentrer sur le tourisme de proximité, c'est-à-dire le touriste et le tourisme que l'on peut gérer beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, on voit bien que faute de combattants étrangers, tout le monde se dit, et pourquoi pas le tourisme de proximité? Donc, est-ce qu'on va saisir cette chance et se dire, on va bâtir un socle sur nos territoires avec une clientèle de proximité qui peut être un marché captif et qui d'ailleurs mérite d'être développé, et qu'une clientèle internationale viendra apporter le complément, sauf dans certains sites à forte notoriété où la dimension internationale est de fait
s'impose de fait, mais ça veut dire qu'on doit repenser tout le tourisme, à la fois dans nos schémas mentaux. C'est pas parce qu'on a un client qui vient de l'autre bout de la planète que notre site a plus de valeur. Et c'est pas parce que c'est un client, j'allais dire, ou un touriste, ou je sais pas comment on l'appellera demain, mais je vais l'appeler un client de proximité que mon site touristique n'a pas de valeur. Et ça veut dire aussi que socialement et sociétalement parlant, on va devoir imaginer que ce n'est pas parce que je ne prends pas mes vacances à l'autre bout du monde que je n'ai pas une valeur sociale et sociétale. Voilà, c'est-à-dire que dans mon CV, même si je mets que j'ai pris mes vacances à côté de chez moi, ça a autant de valeur que de dire que je les ai prises aux Maldives. Voilà. Donc on a toute une révolution, j'allais dire, dans les modes de pensée et qui vont se décliner dans les modes d'action ensuite. Mon inquiétude, c'est que là, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans le tourisme, poussé par une pandémie, mais qui n'est pas lié à la pandémie, qui a été accéléré par la pandémie, soit, j'allais dire, battu en brèche dès le retour à la normale que nous espérons, j'allais dire, le plus rapidement possible tous, et que demain, on reparte, je dirais, comme si de rien n'était. Et là, on va au-devant de difficultés. Parce que, je le répète, je le souhaite que le monde aille mieux et qu'un plus grand nombre puisse accéder aux vacances. Donc, je pense que la révolution, elle est dans ce mode de pensée. J'allais dire, elle n'est pas dans les outils ou dans les mécaniques. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a peut-être pas toutes les idées sur la gestion des flux, mais on saura faire. Moi, j'ai aucune inquiétude sur les spécialistes. Par contre, c'est une révolution, j'allais dire, du positionnement de l'activité touristique dans notre société et dans notre vécu, dans notre imaginaire, mais dans notre posture sociale aussi. Voilà, donc c'est… Très bien, oui, voilà. très bien. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir pour poser une question à Nicolas et Philippe. Est-ce que le tourisme culturel n'a pas une révolution, en tout cas une grande évolution à opérer aussi? Parce que le grand enjeu de tout ce qu'on est en train de discuter, un des grands enjeux, c'est quand même l'enjeu écologique et climatique. Donc, quelque part, le tourisme culturel qui est extrêmement puissant en France, est-ce qu'il n'a pas un rôle à jouer dans la reconnexion avec cet écotourisme et donc son environnement naturel, avec tout le côté pédagogique de tout ça? Je répète toujours, mais même si c'est un peu naïf, je suis toujours étonné de voir que les journées des patrimoines, qui sont quand même fabuleux, c'est un merveilleux événement, n'incluent que si peu les patrimoines naturels et voire des savoir-faire dans nos territoires. Alors Nicolas, peut-être si tu peux réagir, et pardon pour cette impertinente question. Non. Déjà, une chose que je souhaite dire, c'est que j'ai quelques difficultés, on est plusieurs dans ce cas, avec le terme tourisme culturel. En fait, moi, je travaille au quotidien sur l'alliance, sur le lien, les potentialités entre tourisme et culture. Mais on ne peut pas effectivement qualifier un touriste de touriste culturel, sauf peut-être 1 ou 2% de la population qui sont capables de se dire on va à Amsterdam ce week-end pour voir 3 expos et assister à 2 opéras parce qu'ils ne font que ça de bon. Mais mis à part cette toute petite niche-là, le touriste culturel, je ne l'ai jamais rencontré. Ensuite, par contre, la question pour la France notamment, toutes les enquêtes montrent que l'offre culturelle, enfin les ressources culturelles plutôt, sont évidemment l'une des principales motivations, pas la seule, mais d'un déplacement touristique, ce qui est bien logique, ce que je disais auparavant, c'est la meilleure façon d'entrer dans un territoire, de le comprendre, ses habitants, et de pouvoir exercer cette rencontre avec l'habitant. Depuis plusieurs années, au ministère de la Culture, on travaille, je dis, par l'angle des territoires. Nous-mêmes, on est particulièrement concernés par les phénomènes touristiques un peu critiques aujourd'hui. La surfréquentation d'un certain nombre de sites. Vous voulez qu'on parle du Louvre, du château de Versailles? Donc évidemment, ce sont des problématiques qui sont bien connues au ministère de la Culture. On en voit d'ailleurs toutes les limites. Aujourd'hui, encore l'été dernier, le Louvre ne pouvait plus recevoir de visiteurs et on se retrouve devant une difficulté où il y en a tellement qu'ils doivent horodater à l'avance et on n'est pas capable de leur vendre des places pour le mois suivant alors qu'ils sont là actuellement. Donc on est à la limite complètement dans l'exercice. C'est la raison pour laquelle la stratégie partagée, je le dis, avec l'interministériel, c'était de prendre les devants pour une transformation du tourisme. Je partagerai les liens avec vous, je ne suis pas assez réactif sur le chat, mais nous travaillons dans le cadre d'une convention
interministérielle du tourisme culturel, c'est comme ça qu'elle est appelée, avec les ministères du tourisme et le ministère de la culture. Il est bien marqué dans son préambule qu'on travaille sur une transformation durable du tourisme au bénéfice de l'ensemble des territoires, puisque la question de la répartition des flux et aussi d'autres modes de pratiques touristiques demain, à la fois du côté de l'offre, de transformation de l'offre, mais aussi transformation des pratiques, sont au cœur effectivement des enjeux de notre travail au quotidien. C'est pour ça que j'insistais sur le fait de la dimension éducative, de la dimension échange, dialogue interculturel du tourisme, jusque finalement à la rencontre favorisant la paix entre les peuples. C'est aussi quelque chose d'important dans cette période. Mais tout à fait concrètement, il s'agit de partir véritablement non pas de l'existant, mais de comment, par la culture, ces ressources prises au sens très large et surtout en s'appuyant sur l'habitant, c'est fondamental. C'est par ce bon bout-là qu'on arrivera à une transformation effectivement du tourisme et surtout au bénéfice de l'ensemble des territoires. Plus que d'autres, la culture a cette question à se poser puisqu'elle a, en France, elle a la qualité d'être également répartie sur le territoire quand on regarde globalement. C'est vrai par exemple pour le patrimoine, mais pas seulement. Elle s'adresse à tous les publics. Donc c'est donc un levier formidable. C'est presque un pétrole en France pour le tourisme. Mais faisons bien attention. Il faut absolument la folklorisation, non. La surfréquentation, non. Et évidemment, comprendre la culture, c'est dès le départ faire le lien entre les dimensions immatérielles et naturelles. Je ne vois pas comment on peut travailler autrement. Je ne l'ai pas dit, mais nous avons également des partenariats avec la Fédération nationale des parcs régionaux. Nous travaillons sur ces dimensions-là tous les jours. Et l'une des autres priorités, vous le verrez, de la Convention interministérielle culture-tourisme, c'est aussi la question du développement par les territoires ruraux, hors des circuits, des sentiers battus, comme on dit, tout ce qui est l'offre éloignée des circuits touristiques. Nous y voyons un véritable levier et c'est donc un travail dans la durée que nous menons. Quand je parlais tout à l'heure des prochaines rencontres du tourisme culturel, si nous avons les validations, il s'agit bien effectivement de parler de ce nouveau paradigme qui est la proximité, ce dont parlait Pierre au demeurant, mais il y a certainement un vrai travail à mener, parce qu'entre le fait de se dire on souhaiterait un territoire accueillir des touristes, on souhaiterait effectivement arriver à cette transformation, il y a quand même pas mal de travail à faire sur la question technique, mais au sens complexe du terme, ou pluriel du terme, et c'est justement l'un des enjeux pour des pouvoirs publics dans les temps qui viennent. Voilà, enfin, je laisse la parole à Philippe s'il veut compléter. C'est l'ADN de notre action depuis plusieurs années et c'est bien naturellement que nous sommes rencontrés parce que nous avons énormément de points communs et nous aussi, nous n'aurons aucun scrupule à utiliser tout le bénéfice de ce que construit Defimed pour progresser dans cette cause collective. Mais allez-y, abusez. Philippe, oui. Oui, juste 2-3 points. Nicolas vient d'évoquer les parcs naturels régionaux. Il est clair que les parcs naturels régionaux sont dans une approche très globale des patrimoines dans leur ensemble. Et ça fait plus de 10 ans qu'on a une convention avec eux et qu'on travaille avec eux sur ces sujets. Les villes d'art et d'histoire qu'on évoquait ce matin, évidemment, elles ont une entrée plus architecture, plus patrimoine au sens traditionnel du terme, mais elles ont comme mission, avec leur centre d'interprétation, de couvrir l'ensemble du champ de l'archéologie jusqu'à la création contemporaine en lien avec des actions culturelles, donc y compris les savoir-faire des métiers, de la construction, des techniques traditionnelles. Les journées du patrimoine restent peut-être encore très fortement marquées par la dimension monument historique, comme la Fondation du patrimoine, mais le développement de ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, tout ce qui est le patrimoine vivant, les savoir-faire, c'est quelque chose qui maintenant fait vraiment partie intégrante du patrimoine. Donc, il faut vraiment le voir dans une dimension globale. Pour le travail scientifique, c'est peut-être intéressant de travailler de manière séparée, mais on est vraiment dans quelque chose de global. Et quand on fait une carte du territoire, une carte d'identité, c'est ces éléments-là qu'il faut faire ressortir. Et ce qui est important, c'est, comme l'a rappelé Nicolas tout à l'heure, c'est l'authenticité. Et c'est ce qui fait que ce territoire peut être complémentaire d'un territoire voisin, même si on sait qu'avec le tourisme, il y a une concurrence. Il faut être dans une logique de complémentarité ou de résonance. C'est l'importance aussi de l'intérêt des itinéraires culturels européens pour construire de manière réelle et pas artificielle une vraie cohérence
culturelle de territoire à l'autre, y compris en traitant des aspects douloureux, des aspects de le fascisme. Il y a un itinéraire des dictatures et de l'architecture des dictatures, qu'elles soient en Europe de l'Est, en Italie fasciste, sous Vichy ou en Allemagne nazie. Voilà, donc on est dans ces approches qui sont là. Il y a toute la dimension mémorielle, hein, quand on parle de transhumance, par exemple, la dimension de la mémoire, de la transmission orale, des chants, des danses. Voilà, tous ces éléments-là constituent le patrimoine. Donc, il y a peut-être une vision un peu classique, un peu figée, et comme je le disais dans le chat, le fait d'être fidèle à l'esprit du lieu, à ce qui fait l'originalité, l'authenticité d'un territoire, ça n'interdit pas l'innovation et la création. Les dernières lois concernant le patrimoine, elles impliquent complètement la création contemporaine. Hein. Pour le développement durable, peut-être que les techniques de construction traditionnelles marchent bien, donc il n'y a pas de raison forcément de faire des panneaux solaires, mais on n'interdit pas aussi le recours à des éléments nouveaux parce que les enjeux d'aujourd'hui, les usages que l'on veut faire des bâtiments anciens peuvent différencier. Hein. On ne va pas forcément remettre les porcheries comme dans leur état originel, on peut en faire des lieux d'observatoire pour voir les étoiles et bénéficier du fait que le ciel est dégagé, comme on l'a vu hier. Voilà. Si on est dans l'esprit du lieu, si on est dans un projet qui est partagé par les acteurs du terrain, on est dans quelque chose qui est éminemment culturel et qu'on va transmettre. C'est ça que Nicolas a bien rappelé tout à l'heure, la dimension transmission depuis les habitants pour le développement des territoires, c'est vraiment les enjeux des années qui viennent. Donc, on se sent très motivé là-dessus. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps avec le Conservatoire du Littoral. Son objectif principal, c'est le tiers sauvage. Donc, la demande toujours, c'était de dire, mais on travaille sur le naturel, le naturel, le naturel. C'est le 4e propriétaire de monuments historiques de France, Conservatoire du Littoral. Parce que les phares et balises, les fortifications de défense du littoral, tous ces éléments-là dont l'État s'est dessaisi peu à peu ou se dessaisit, c'est le Conservatoire du Littoral qui le récupère parce qu'il a une vraie reconnaissance des collectivités comme une structure en qui on a confiance et qui peut faire quelque chose avec un vrai projet. C'est un des premiers musées de France, le Conservatoire du Littoral, par l'accueil des populations. Il y a du naturel, mais il y a éminemment du culturel. Et donc, ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait important, et d'où ce travail très transversal. Et l'écotourisme, il est éminemment culturel. Là-dessus, il n'y a pas de. C'est un choix d'une société qui s'engage à un moment sur une transformation. Et donc, c'est un élément culturel indéniablement. Merci vraiment tous, c'était très très riche. Alors Guylaine, tu voulais réagir, il faudrait qu'on termine très très vite parce que alors j'ai une pensée pour Julie, elle a 5 minutes pour faire une synthèse qui paraît quand même complètement impossible, avant le démarrage du dernier atelier à 15h30. Guylaine, je te donne la parole. Moi, je voulais juste faire le lien, bonjour à tous, je voulais juste faire le lien avec Philippe et saluer Nicolas qui connaît Biot, donc, puisque Biot, la verrie de Biot qui accueillait les touristes, c'est 1956, donc c'est vraiment très très ancien et il y avait déjà cette démarche de faire découvrir des savoir-faire auprès des touristes. Voilà. Alors ce que je veux, pour revenir à mon propos, on parle beaucoup de l'offre et j'aimerais faire le lien avec ce qui a été fait l'autre fois lors de l'université d'Agadir, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question et Pierre avait soulevé ce problème-là sur quels touristes on veut aussi éduquer. Et donc, il y a aussi toute une information dans cette société civile. On peut convaincre les convaincus, ceux qui vont aller mettre des sous dans les projets, ceux qui vont motiver. Mais globalement, de la même manière qu'on a éduqué, moi en 1996, j'éduquais mes élèves à trier les déchets. Il y a toute une démarche aujourd'hui citoyenne, éco-citoyenne. Et là, le touriste, c'est un citoyen du monde. Avec tout ce qui est dans le respect de l'autre, le respect de la culture, découvrir sa culture, découvrir les autres cultures, respecter les gens. Je crois que, hier dans le préambule, on a vu combien c'était formidable justement la rencontre avec l'autre. Donc on est vraiment en train de construire quelque chose dans cet écotourisme. Il y a une dimension humaine qui est très très forte et une dimension d'échange qui est très très forte et une dimension de respect envers l'autre. Et je pense qu'il y a toute une éducation, l'écotourisme, le tourisme de demain peut être un outil vraiment, je dirais, humaniste.
Merci, effectivement, on l'a bien compris. En tout cas, les potentiels sont gigantesques. C'est impressionnant. Je m'en doutais un petit peu avant cet atelier. On va s'accorder et on va accorder à Julie, pardon Julie, hein, donc 5 minutes de pause avant de prendre à 30. Je rappelle qu'à 15h30, nous retrouverons Pierre, Brice que je salue. Et puis Mayedine qui est toujours là, j'espère, très patient depuis l'Algérie, voilà, et d'autres qui vont se connecter. Donc là, on parlera plutôt de l'encadrement de la formation, de la jeunesse et de l'impulsion avec la jeunesse et notamment des étudiants pour booster cet écotourisme de nouvelle génération, si je puis dire. À dans 5 minutes. Merci.